La seule chose dont ton gouvernement a besoin pour transformer les gens en esclaves est la peur. C'est très facile et ça n'a rien à voir avec le nazisme. Cela a à voir avec la nature humaine. Vous pouvez le faire dans un régime nazi, socialiste, communiste, dans une monarchie ou dans une démocratie. La seule chose dont ton gouvernement a besoin pour transformer les hommes en esclaves, c'est la peur. Si vous pouvez trouver quelque chose pour les effrayer, eh bien, vous pouvez les faire tout ce que vous voulez. C'est ce que déclarait haut et fort Robert Kennedy Jr. Mais nous allons nous demander, est-ce qu'il avait réellement raison? En fait, les événements de ces dernières années nous font comprendre qu'il avait réellement raison. Madame, Messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition de Feu Vert. Et oui, nous sommes le dimanche 14 mars dans de grâce 2021 et c'est encore une nouvelle édition de Feu Vert. Tout au long de cette autre édition, nous allons analyser, nous allons décrypter l'actualité. D'ailleurs, le sujet du débat de ce dimanche est simple. Relation Afrique-France. La France est-elle responsable des malheurs du continent africain? Relation Afrique-France. La France est-elle responsable des malheurs du continent africain? C'est notre grande interrogation ce dimanche 14 mars de l'an de grâce 2021. Mes invités sont déjà là cet après-midi. Je commence déjà par ma droite. Patient Pafendoum, bon après-midi et bienvenue à vous. Bon après-midi Steve, bon après-midi à la grande galaxie d'IBS Feu Vert, parce que de plus en plus, il faut qu'on s'accoutume à cette nouvelle initiative qui commence à faire des vagues, parce que tout le monde se rend compte que c'est un plateau dominical qui a vraiment de punch, n'est-ce pas, mais qui a aussi de la gueule. Au sens propre, au sens figuré. Donc merci à nos valeureux techniciens, à l'ensemble de tous ceux qui soutiennent cette initiative et merci pour cette invitation. Merci également à vous, hein, parce qu'on rappelle quand même à nos téléspectateurs que vous sortez tout droit de la capitale camerounaise. Oui, vous avez passé justement le week-end. Non, pas le week-end, c'était vraiment un aller-retour. C'était une réunion familiale. Voilà. Loré et Mala, de la grande famille Basson Pack, n'est-ce pas, du côté de Ngambelaba, donc c'est pas évident. Quelque part, Boudbéa également. Ah ben, Boudbéa, mon village chéri. Très heureux de vous avoir. Hein. Merci également d'avoir fait le déplacement pour revenir ce dimanche sur ce plateau. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Zongos. Je dis bonjour au grand frère que vous avez à présenter. Oui. Je salue ce que vous présenterez dans quelques secondes. Je salue le Cameroun, je salue le monde, je salue l'Afrique. Merci pour l'invitation. C'est moi également qui vous dis merci. Hein. Vous également, vous étiez dans la cité balnéaire à Kribi au cours de ce week-end. Oui, mais vous avez tenu à être là cet après-midi. Vous savez, pas pour aller... non, vous l'avez ou alors... C'était pas pour du farnienne. Hein. Non, on vous comprend. Pour aller faire du farnienne, non. Mais vous êtes allé résoudre les gros problèmes. Ah, vous êtes allé résoudre de gros problèmes de famille. De gros problèmes de famille. En Afrique, on s'occupe des membres de nos familles. Ah, vous savez, c'est ce que nous portons. Hein. Absolument. Parfois sur notre dos et sur nos épaules. On s'occupe des membres de nos familles en Afrique. Merci également d'être là cet après-midi. Vous avez couru d'ailleurs pour être là. Absolument. Docteur Jean-Paul Bellec, bon après-midi, bienvenue à vous. Bonjour Steve, donc bonjour à tous les téléspectateurs de Feu Vert, les téléspectateurs de DBS en général. Bonjour à l'équipe technique qui fait l'effort d'être là encore le dimanche pour nous accompagner. Hein. Bonjour à mes copanélistes et j'espère qu'une fois encore on va essayer d'apporter de notre petite lumière pour éclairer le sujet. Mais j'ai un coup de gueule. Allez-y, c'est votre droit. Avant le coup de gueule, d'abord, je suis ravi de voir qu'il y en a quand même certains qui ont des familles bien constituées, ils font des réunions de famille, s'occupent de leur famille. Donc la famille a encore un sens. Moi, je n'ai pas ce bonheur-là. Je dois dire que chez moi, la famille, côté maman ou côté papa, c'est vraiment très désordonné. Voilà. Moi, je ne sais même pas si on a qu'est-ce qu'on appelle lien de famille là-bas. Ah là là. Voilà, c'est si catastrophique. Oh, il y a pire, hein. Oh, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans cette barque. Je ne suis pas encore au pire. Il y a pire. Mais franchement, on ne veut pas me flatter que j'ai passé un week-end en famille, réunion de famille, ou même que j'ai résolu un problème de famille. Ça remonte dans des âges, pour moi. Voilà. On vous comprend parfaitement. Mon coup de gueule, c'est DBS. Ça fait bientôt un mois, moi je n'ai pas accès à DBS. Donc je blâme mon câbleur, et à travers lui, tous les câbleurs qui ne font pas le nécessaire pour que DBS quand même soit accessible. Parce que c'est par le câble. À moins qu'on veut nous forcer tous à aller prendre les antennes paraboliques. Voilà. Et là, commercialement, il y aura un problème. Parce que pourquoi forcer quelqu'un à le faire? Voilà.
D'accord, vous avez suivi en tout cas Jean-Paul Bellet qui vous demande, hein, vous, son câbleur, de lui remettre tout simplement 10 pièces. Et d'ailleurs, ils sont nombreux, les Camerounais, dans la cité camerounaise, hein, la ville de Douala, et sans oublier à l'est du pays, sans oublier au centre également, qui réclament à corps et à cri 10 pièces. Prière justement au câble opérateur de remettre 10 pièces à sa place parce qu'ils se plaignent qu'ils avaient 10 pièces et que justement la chaîne de télévision a été remplacée par une autre chaîne qu'ils ne connaissent absolument ni d'Ève ni d'Adam. Allez savoir justement pourquoi on le fait. C'est Patient Parfum d'Homme qui nous fait comprendre que eh bien c'est un gros problème en tout cas. Je sais pas ce que dit bien ça fait aux uns aux autres, mais bon, j'espère qu'ils nous comprennent ce matin. Paul est là. Bon après-midi, bienvenue à vous. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bon dimanche et bonjour à tous mes compagnons que vous venez de présenter. Comme d'habitude, je suis à votre disposition. Très heureux de vous avoir, messieurs, sur ce plateau cet après-midi du 14 mars de l'an de grâce 2021, dimanche prochain. C'est vieux, je tiens également à vous le dire. Dimanche prochain, c'est très vieux d'ailleurs. Ah bon? Oui, dimanche prochain, ce sera le 21 mars, le jour de mon anniversaire. J'espère que vous avez compris. Relation Afrique-France, la France est-elle responsable des malheurs du continent africain? C'est notre grande interrogation. À cette question, ils sont nombreux les Africains qui répondent par l'affirmative, sauf si, il faut le dire comme ça, on est aveugle ou ignorant, esclave de maison ou tout simplement endocolon et bien d'autres encore. Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ces lois. Déclarait haut et fort Mayer Amschel Rothschild, banquier entre 1743 et 1812. La France avait été colonisée par l'Allemagne nazie. La métropole allemande créa ce qu'on appelle le compte des opérations. À travers le compte des opérations, l'Allemagne pouvait contrôler la totalité de l'argent de la France et piloter son économie. Le nazisme fut alors considéré comme un crime contre l'humanité. Mais lorsque la France a fait la même chose contre les pays qu'il avait colonisés au départ, eh bien, et a créé d'ailleurs le compte d'opération, au su et au vu de tout le monde, on se pose bien des questions. Était-ce un crime contre l'humanité? En tout cas, messieurs, la France, il faut le dire comme ça, pour une analyse plus profonde, avait été colonisée par l'Allemagne nazie. Eh bien, on se rappelle de ce que pour une analyse plus profonde de cette grande escroquerie que Hitler avait imposée à la France, vous pouvez éventuellement, il faut le dire, se référer à l'économiste Kako Nabokpo, grand spécialiste de la question. La France est le seul pays du monde, et d'ailleurs au monde, qui vote, il faut le dire comme ça, dans son parlement, les lois concernant la politique économique des pays étrangers. Je parle bien sûr des pays africains, tout ceci avec la complicité des pays impérialistes soutenus par l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Mais peut-être qu'il faut rappeler à la mémoire collective les 11 accords secrets et commerciaux signés après la pseudo-indépendance dans la cellule africaine de l'Élysée entre les pays africains, et en tout cas les pays de l'Afrique noire et la France, sans la présence des dirigeants africains. Donc, si on comprend bien, la France était face à la France pour signer ces accords coloniaux. La politique de la France envers les pays d'Afrique francophone se résume en 4 orientations. La première, c'est la suprématie blanche. La seconde, l'assassinat politique. La troisième, le pillage des matières premières et la désinformation sur le continent, car elle a rempli, il faut le dire comme ça, le continent de ses radios et sans oublier de ses télévisions. Prenons 2 exemples patents de ces dernières années. Au Sénégal, Total arrivait en 3e position suite à l'appel d'offres. Macky Sall a exigé de son ministre de donner le marché à la France, ce qu'il a refusé de faire, et il lui a présenté tout simplement sa démission. En Centrafrique, le sous-sol appartient jusqu'à 15 mètres de profondeur au pays. Au-delà, c'est la propriété de la France. Depuis un certain temps, nous pouvons constater que notre communauté est très souvent la cible de propos non fondés qui est due à l'ignorance de beaucoup de Français et surtout de leur propre histoire. Ils sont d'ailleurs très nombreux également les Africains qui ignorent leur histoire, qui ne sont pas au courant de ce que la France a fait sur le continent africain. D'ailleurs, l'année dernière, toujours sur ce même plateau, Patient Parfum d'Homme est présent, je le prends à témoin. Nous parlions encore de ces jeunes hommes camerounais qui, il faut le dire comme ça, ont délivré la France de la main de l'Allemagne nazie. C'est ici, à Douala, précisément dans la capitale économique du Cameroun, qu'est née la France libre. Oui, vous l'avez compris, c'est ici, à Douala précisément, qu'est née la France libre. Mais comment est-ce que la France a remercié ces États africains qui lui sont venus en aide pour se libérer de la France nazie?
eh bien, elle les a encore emprisonnés dans le compte d'opération, dans une monnaie de singe qu'on appelle le franc CFA. Et pendant ce temps, elle continue à piller le continent africain. Il en a été de même dans une émission de Pascal Praud, sur une chaîne de télévision française que j'aimerais taire le nom. Un de ses intervenants disait « Tant que l'on aura 70% de Noirs et d'Arabes, on n'y arrivera pas. » Nous irons expliquer donc à M. Pascal Praud d'où vient l'argent avec lequel il est payé chaque fin du mois du côté de la France. Allez savoir. Eh bien, messieurs, voilà le sujet qui nous intéresse ce matin, cet après-midi en tout cas. Relation Afrique-France, la France est-elle responsable des malheurs du continent africain? Eh bien, je vais me tourner vers vous. Quelle est votre réaction et ce que vous en pensez? Je pense que votre thématique de ce dimanche, de prime abord, paraît évident. Mais il n'est pas si évident que ça. Oui. Parce que là, il a plusieurs possibilités d'interprétation, premièrement, mais aussi d'analyse. En réalité, la France a affaire au continent africain parce que la France a dominé une partie du continent africain et ce qui plombe justement l'essor de ce continent-là. Mais, de manière directe, la France n'a pas la même mise sur l'ensemble du continent africain. Mais le fait que la France a une même mise, comment dire ça, ostentatoire sur une bonne partie du continent africain dans ces 14 pays, on pourra ajouter les Comores après, plombe justement l'essor de ce continent-là. Alors, quel est le problème? Moi, je dis, nous sommes face à un peuple, le peuple français et ses élites, qui ont ce que j'appelle les réminiscences de racisme primaire dont ils sont incapables de se départir. Ils ont été incapables de décoloniser. Parce que la France s'est rendue compte que si elle décolonise réellement, comme les autres ont essayé de le faire, je peux vous dire, au sortir de la guerre, elle n'aurait pas pu, très rapidement, être de nouveau capable de tutoyer les grands, ceux qui sont sortis vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a une information que j'ai eue encore récemment qui m'a donné la chair de poule. Est-ce que vous vous rendez compte que vous savez que la France était très endettée vis-à-vis des États-Unis? Donc, ce fameux jour de décembre 1945, les États-Unis obligent à la France le matin de dévaluer le franc français. La France dévalue le franc français. À 9 h. À 16 h, 3 flibustiers, j'allais dire 3 hommes politiques français, mais brigands, De Gaulle, Susten et Pleven, se retrouvent dans une chambre, écrit le franc CFA. Le même jour, écrit le franc CFA. Selon vous, quelles étaient les raisons de la création du franc CFA? C'était de dire, on va s'appuyer sur ces pays-là pour payer la contrepartie de notre dette aux États-Unis. Et ils se sont rendus compte que c'est une opération qui était superbe. C'était un jackpot incroyable. Dans tout ce qui s'est passé, tous les efforts qui ont été faits pour les Africains, tous les faux discours, malgré la pression de Roosevelt, l'ancien président des États-Unis, qui ne cessait de dire aux Français et à De Gaulle, attention, au sortir de cette guerre-là, il faudra donner l'indépendance aux pays africains qui nous ont été d'un apport inestimable pour vaincre l'Allemagne nazie. Quand vous regardez très bien les sources ou bien les origines, les raisons profondes de la guerre entre le Vietnam et la France, la question essentielle était, Ho Chi Minh pose la question aux Français, quel est le type d'indépendance que vous voulez nous octroyer? Les Français disent, pas de problème, vous aurez une indépendance politique, mais il faut que nous ayons toujours une relation monétaire avec vous, de telle manière, du type que ce que nous avons aujourd'hui. Alors, Ho Chi Minh a dit, c'est pas possible, ça veut dire qu'on n'est pas indépendant. C'est ça qui va décider Ho Chi Minh à se lancer dans une guerre contre la France. D'ailleurs, ils sortiront vainqueurs de cette guerre contre la France. C'est la bataille de Bien Diem Phu, n'est-ce pas, qui a signé la Bérésina de l'armée française vis-à-vis des Vietnamiens. Donc, je crois que nous sommes là face à des gens qui se sont rendus compte de manière paresseuse, qui ne pouvaient pas se remettre à flot
après la Seconde Guerre mondiale, d'autant plus que économiquement, politiquement, culturellement, ils étaient complètement défaits. Ils étaient pratiquement en lambeaux. Et ils se sont dit, pourquoi on va se gêner alors que nous avons un espace avec des individus corvéables à sauver? Donc continuons ce type d'esclavage qui ne dit pas son nom, mais qui va nous permettre de pouvoir profiter à bouche que veux-tu des ressources de ce genre-là pour essayer de combler les déficits économiques ici chez nous et enfin pouvoir parler de manière d'égal à égal avec les superpuissances qui avaient émergé après la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose d'inacceptable. C'est une filouterie hors pair. Et pour le faire, ils ont mis toutes les batteries en marche. Sur le plan idéologique, il faut lire, par exemple, M. Ojula, qui dit il ne faut surtout pas donner le pouvoir aux gens qui ne nous sont pas soumis. Il ne faudrait pas donner surtout le pouvoir aux gens qui ont une grande idée de leur propre culture nationale. Vous voyez? Donc, ils ont mis en place une oligarchie soumise à elle, formatée par eux, et à qui ils ont fait comprendre que nos pays étaient incapables, n'est-ce pas, de se développer par eux-mêmes s'ils n'étaient pas accrochés à la France. Ça va être le nœud du débat entre les nationalistes et ceux qui leurs affidés, n'est-ce pas, à l'orée des indépendances. Charles Okala et ses amis, c'est eux qui sont allés, les Bissek, hein, il y avait, parce que souvent quand on parle d'Okala, on oublie que même un certain Bissek Bassa, comme Ruben Oumniobe, étaient ceux-là qui sont allés porter la condamnation à Ruben Oumniobe à l'ONU. Donc vous voyez que ce n'est pas une question de tribalisme. Oui. Bon, c'est une question de choix, j'aime souvent le dire. À l'ONU, leur argumentaire était simple. Mais ce type-là, il parle d'indépendance, mais c'est un malade. Nous ne sommes même pas capables de fabriquer une bouchée d'allumettes. Comment on peut parler d'indépendance? Nous pensons qu'il faut qu'on continue d'être sous la domination française de la France et que progressivement, le temps voulant, nous pourrons enfin accéder à la souveraineté internationale. Nous y sommes depuis. Nous y sommes depuis dans cette soi-disant façon de faire les choses doucement. Il ne faut pas brusquer la France. Il faut qu'on continue d'apprendre. On apprend depuis les indépendances de 60, on continue d'apprendre. Voilà un enfant qui a 60 ans mais qui n'est pas encore majeur. Plus de 60 ans d'ailleurs. Donc, et sur le plan aussi de la violence, quand vous regardez toute l'architecture qui a été mise en place par un certain Foccart, avec une brutalité hors pair, je vous rappelle que les Anglais ont quand même arrêté beaucoup de leaders indépendantistes de leur côté. Kwame Nkrumah a été arrêté. Jomo Kenyatta a été arrêté. Nyerere a été arrêté. La plupart des gars, même depuis récent, même Mandela, a été arrêté, mais ils n'ont pas été tués. Ils n'ont pas été tués. Ici, chez nous, la France n'a pas donné aucun leader, n'est-ce pas, dans sa sphère dite francophone, qui a essayé de prendre un autre chemin que le chemin qui a été édicté. En Centrafrique, Boganda, éliminé. Au Cameroun, tous les nationaux, Oumiobe, Moumie, sans exception. Et au sein d'Afona. Donc, j'allais oublier. Donc, c'est l'anniversaire du décès aujourd'hui. Nous sommes... le 14 mars. Le 14 mars. Je crois que c'est demain. C'est demain, c'est demain le 15 mars. Vous savez que c'est lui qui a la première thèse, n'est-ce pas, de doctorat en économie. Les économies, je pense, de l'Afrique tropicale, quelque chose comme ça. Premier docteur d'État en économie d'Afrique au sud du Sahara, c'est au sein d'Afana. Éliminé. Et déjà, dans sa thèse de doctorat, il pose la question du franc CFA. Où il dit que non, mais c'est pas possible. Si nous n'éliminons pas la question du franc CFA, il faut oublier le développement dans nos États. C'est le premier avant Tidjane Pomi d'aller dans ce sens-là. Donc, je pense que je peux prendre beaucoup d'exemples pour montrer cette violence de la France, ce que j'appelle ce racisme primaire qui est ancré dans le cœur, la tête et le cœur de l'élite politique française, mais en réalité, pour des besoins évidents qui ont compris que s'ils voulaient tutoyer, parler d'égal à égal avec les puissances qui sont sorties vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, il fallait qu'ils continuent d'assujettir, de dominer, de violer, de piller ce continent qui lui a tout donné, qui lui a tout offert et qui lui a permis, n'est-ce pas, De Gaulle. Il faut récolter le discours de De Gaulle à Douala. Il est évocateur.
Il dit, nous n'étions rien. Nous avons perdu complètement toute notre dignité. C'est grâce à vous que la France retrouve sa dignité et son honneur perdu. Alors là, quelle est cette manière... C'était pas de la flatterie, de la filouterie. Mais c'est pour cela que nous continuons de dire que ces gens-là, au-delà de la filouterie, ce sont des racistes. Parce que même sur le plan moral, il y a un problème. Même en politique, s'il y a une morale. Même en politique, il y a une morale. Donc, je pense sincèrement que... Et pour sortir très rapidement et pour faire le lien avec l'Afrique, vous voyez donc que si vous avez une France non moins importante comme l'espace où la France domine, les 14 pays, qui est complètement, qui joue comme des espèces de boulets sur, comment dire ça, les chevilles de cette Afrique-là, qui veut aller de l'avant, l'Afrique, elle ne peut pas se décoller. Et le dernier exemple qui le montre, n'est-ce pas, avec beaucoup de clarté, c'est la question de l'éco. Les pays de l'Afrique de l'Ouest se réunissent, ils réfléchissent sur une monnaie, n'est-ce pas, propre à l'Afrique de l'Ouest, et bam, M. Macron actionne Ouattara, et ils inventent le projet de l'Afrique de l'Ouest en créant un éco qui n'a rien à voir avec cette monnaie qui devait être souveraine, appartenant au peuple africain de l'Ouest, pour pouvoir eux aussi se lancer dans la voie du développement. Donc voilà cette France-là. Et voilà ce à quoi elle est capable, et elle continue d'être capable. C'est pour ça que quand nous tapons sur la France, quand nous exigeons qu'elle lève son genou sur notre cou, parce qu'on ne peut plus continuer d'accepter ça parce qu'on ne respire plus, ce n'est pas parce que nous avons une haine viscérale quelconque contre la France, mais parce que dans les faits, Steve, l'élite politique française a montré aux yeux du monde qu'elle veut continuer de considérer les Africains comme des esclaves, et cela est inadmissible. Finalement, la France voudrait que les 14 pays francophones soient tout simplement des esclaves ad vitam aeternam. Albert Anatola, ici, je vais me tourner vers vous. Je vais prendre d'ailleurs les 11 accords. L'un des premiers accords, justement, sur ce signé d'ailleurs par la France elle-même, parce que la France était face à la France pour signer ces accords. Je commence par le premier. La dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Nous cherchons toujours le détail des coûts, l'évaluation des bénéfices et des conditions de paiement imposées par la France aux pays africains. Je me tourne vers vous, Albert. Voilà déjà le premier acte. Oui, disons que... Cherche toujours les coûts, jusqu'à bout de contraire. D'abord, pour que mon argumentaire soit un peu plus compréhensible. Oui. Je voudrais revenir sur la thématique, notamment, la France est-elle responsable des malheurs du continent africain, des malheurs? Oui, des malheurs. Il faut déjà les identifier, ces malheurs. Oui. Je voudrais entrer dans deux éléments de votre énoncé tout à l'heure. Le premier élément de votre énoncé porte sur la monnaie. Oui. C'est-à-dire cet extrait des déclarations de M. Mayer Amschel Rothschild, oui, qui dit que donnez-moi la souveraineté monétaire d'une nation et je ne me soucierai pas, n'est-ce pas, de ceux qui font ces lois. Maintenant, je vais plus bas. Quels sont les piliers de la politique française en Afrique? Vous les avez convoqués, notamment le suprémacisme, je préfère utiliser ce terme-là, le suprémacisme blanc, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le suprémacisme blanc voudrait qu'on fasse comprendre aux Africains que c'est le blanc qui est fort, qui domine, qui est le maître. Je voudrais appuyer et axer mon argumentaire par l'attitude de ces individus quand ils sont sur notre territoire, que ce soit les Français de souche ou les Franco-Libanais. C'est-à-dire ils sont justement libres de vous violenter, de vous manquer de respect et de violer même nos institutions avec la complicité, sinon la complaisance de nos autorités. Ce qui n'est pas faisable, n'est-ce pas, de l'autre côté. Dans le deuxième pilier, vous l'avez également convoqué, à savoir, n'est-ce pas, moi je préfère parler de la prédation. Là où vous parlez, n'est-ce pas, du pillage des ressources, mais je parle de la prédation. Oui, allons-y. Ouais, parce que, justement, cette politique de la France en Afrique s'appuie sur la prédation. C'est-à-dire qu'ils n'achètent rien du tout. Ils prennent tout au nom de cette fameuse aide, ou bien de cette fameuse aide. Je vais revenir tout à l'heure sur n'est-ce pas, l'aide, sur cet aspect de l'aide. Soi-disant aide, il faut bien préciser. Oui, parce qu'en fait, ce sont les éléments de langage qui portent dans leur opinion et qui est justement relais par les médias. Les médias qui sont justement dans les sont là pour la désinformation. Dans l'élite politique et quelquefois propriétaires, oui, majoritairement.
D'autres éléments, n'est-ce pas, de la politique française en Afrique, c'est l'ingérence. Tout à l'heure, vous avez parlé d'assassinat politique. Oui. Il s'agit de l'ingérence. Je voudrais également convoquer un élément historique. Je dis factuel. Vous avez un événement qui se produit dans les mêmes circonstances, dans deux pays différents. Aux États-Unis, vous avez les pros, n'est-ce pas, Trump, qui s'insurgent et s'attaquent aux institutions américaines. Oui. Monsieur Jean-Yves Le Drian, il condamne, n'est-ce pas, ces attaques contre les institutions républicaines américaines. À l'inverse, Jean-Yves Le Drian a l'obfuquidance, j'allais dire, la liberté d'aller violer, d'encourager la violation des institutions ivoiriennes et tchadiennes en leur attribuant des constitutionnels pour justement violer ces institutions. Ça fait donc un problème. Le dernier élément, je crois que vous l'avez également, à mon sens, convoqué, c'est la désinformation. Et là, ça veut dire que ils sont en train de dire l'opinion, notamment, vous savez que les citoyens français, pour la majorité, ils écoutent beaucoup leurs médias et leurs hommes politiques. Alors, ils disent à l'opinion nationale qu'ils sont, n'est-ce pas, dans une mission de civilisatrice sur le continent africain, si ce n'est pas humanitaire. C'est le discours qu'ils portent. La preuve, c'est qu'ils disent qu'ils nous apportent constamment de l'aide. Ils ont même un tondu qui a même justement commencé à contester cette aide, je ne sais pas, d'Éric Zemmour. Je crois qu'on va y revenir. Maintenant, pour revenir à votre question, il est fondamental de comprendre une chose. Lorsque vous avez quelqu'un, je crois que c'est le grand frère qui a l'habitude de le dire dans le cadre sur notre... c'est la même tribu, ne vous inquiétez surtout pas. Alors, lorsque quelqu'un tient votre monnaie, ça veut dire que vous n'avez pas de souveraineté. Ça, c'est important. Est-ce que la France est responsable de ces malheurs que nous venons d'identifier, à savoir les guerres qui sont initiées, planifiées, organisées? Eh bien, oui. Est-ce que la France est responsable de la pauvreté en Afrique? Oui. Je parle de la macrostructure, je ne parle pas des microstructures. Parce que même la macrostructure est parasitée par, justement, les microstructures sont parasitées par la macrostructure. Donc, oui, la France est responsable de ça. Est-ce que la France est responsable des coups d'État et des assassinats politiques en Afrique? Oui. À travers son armée, qui est la liberté de violer, comme c'est le cas, c'est le cas en Centrafrique, oui. Et que cette armée-là soit dédouanée de ces faits qui sont assez graves et constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il faut le dire. Est-ce que la France est responsable de la famine en Afrique? Oui. Parce que lorsque je prends le contexte nigérien, où vous avez un pays qui est le 4e producteur mondial de l'uranium et que ce pays vit dans la pauvreté, moi, ça me pose un problème. Ça veut dire que la France est responsable. Je n'ai pas envie de m'attarder sur les questions de gouvernance qui sont, à mon sens, périphériques dans ce contexte. Oui. Ça, il faut le dire. Parce que très souvent, il y en a qui ont l'habitude de dire que non, oui, il ne faut pas donner chef d'État, mais dans le contexte de la macrostructure, la France est responsable. Parce qu'aujourd'hui, lorsque il faut choisir un dirigeant africain, il faut passer par Paris, ça veut dire que la France est responsable et comptable de cela. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est important. À travers, parce qu'il faut quand même indiquer, pour le décrier, enfin, pour le contester même, d'ailleurs, le système de défense de la France est obsolète, contrairement à ce qu'on croit. C'est obsolète. Donc, ce qui fait donc que nos officiers qui ont été formés à Saint-Cyr, il faut qu'ils aillent revoir ailleurs. Il faut aussi le dire. Et là, je donne raison à Yamké l'habitude de dire que la France, c'est comme ça, l'Afrique, c'est comme ça. Maintenant, pour terminer, il est fondamental de comprendre qu'on dise aux Français que si la France est capable de payer ses chômeurs, c'est grâce à l'Afrique. À travers le compte d'opération, à travers la prédation qui est justement organisée, entretenue sur le continent africain. Si la France est capable de mener une guerre, encore qu'elle n'a jamais même gagné une guerre, parce que pour que la France gagne une guerre, il faut toujours une coalition. Donc ça veut dire qu'elle n'a même pas... C'est ce qui conforte mon propos que j'indiquais tantôt, à savoir que le système de défense français est obsolète. Donc elle n'a pas les moyens de sa politique en matière de défense. Ça, il faut le dire, c'est clair. Je termine en disant que, de manière, pas empirique, mais de manière objective,
la France est responsable de la pauvreté et du sous-développement en Afrique. Merci beaucoup Albert Anatolaïsi pour cette première prise de parole. Je vais me tourner vers le docteur Jean-Paul Mbelek. Docteur Jean-Paul Mbelek, la France est le seul pays au monde, je dis bien le seul pays au monde qui vote dans son Parlement les lois concernant la politique économique des pays étrangers, en l'occurrence les pays africains. Tout ceci avec la complicité des pays impérialistes, avec la complicité de l'ONU, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Mais personne ne dit jamais rien. Pendant ce temps, ce sont les pays africains, les 14 pays francophones, qui continuent, il faut le dire, de souffrir. Bon, alors, la question c'est est-ce que la France est responsable des problèmes de l'Afrique? Des malheurs. Ok, malheur, problème. Alors, donc déjà, responsable, ça veut dire, est-ce que la politique française a une incidence en Afrique? La politique africaine de la France. Oui. Ensuite, est-ce que la France doit, est-ce qu'elle doit rendre compte de cette politique? Voilà. Est-ce que la France doit réparer les dommages créés en Afrique? En d'autres termes, est-ce que la France a créé des dommages en Afrique? Je pense que les deux compagnonnistes qui m'ont précédé ont bien montré. Hein. On aurait pu citer le Congo-Océan, on aurait pu citer les travaux forcés. Au Fouad-Boigny, d'ailleurs, c'est illustré là-dedans, avec le RDA, avant de trahir. La réponse sera oui, 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 oui. Parce que moi, je regardais la définition, c'est devant ma... J'ai regardé, responsable, ça veut dire quoi? Ensuite, il y a la responsabilité politique au niveau du Parlement, mais on n'est pas dans le même État, c'est deux États différents. Ouais. Donc la question, c'est la politique française en Afrique, son incidence. Il y en a une, oui. Et les dégâts, tous les dommages causés en Afrique, il y en a, oui. Lorsqu'on demande, avec tout ce qu'on a fait, je reviens sur ce que Parfait Ndoma dit, on demande avec les indépendances aux États, aux pays qui ont été colonisés de rembourser la dette coloniale pour les bienfaits de la colonisation. Attendez, hypothèse mathématique, supposons qu'il y ait eu des bienfaits. C'est eux qui appellent ça comme ça, ouais. les colons français. Mais alors, tous les morts là, c'est là qu'on en vient au dommage. Ok, il y a eu le Congo-Océan, mais c'est pas vous qui avez construit, il y a des Africains qui sont morts là-dessus, Congo-Océan. Et tout ça. Alors eux, ces dommages-là, vous les réparez? Ok, quand ils vont chiffrer qu'ils ont eu l'initiative du projet, finalement, voilà, ils ont fait tel rail. Tout ça, c'est faux, mais admettons. Moi, je raisonne mathématiquement. Hein. Quand ils vont dire, par exemple, 10 milliards, parce que le procès devant l'histoire n'est pas fini, c'est ce que parfois nous appelons le contentieux historique. C'est pas réglé, hein. Eux, ils sont en train de jouer, là. Ils savent pas ce qui les attend dans le futur. Mais c'est leur mort qui les attend. Je vais le présenter, là. Ils sont morts, ces gens-là. Quand ils vont chiffrer, moi, je suis pas le genre, je m'excite, non, j'admets, ok. Combien on te doit? Chiffre. Quand il va dire, je donne un exemple comme ça, il va dire par exemple 100 milliards d'euros pour les bienfaits de la colonisation. Mais pour ajouter de l'eau dans votre vin, le docteur Mbelek, je voudrais quand même vous rappeler qu'au moment où les Français quittent le continent africain, ils détruisent tous les infrastructures socio-économiques qui existaient. Hein. Albert Anatole, je leur concède ça. Tiens, écoute, pourquoi tu attends la fin de ma chute, de mon raisonnement? Je dis, hein. Même en ayant détruit, quand ils vont dire que le reste, ce qui reste là, c'est 100 milliards, c'est juste un exemple, non? C'est 100 milliards d'euros. Alors moi, je vais dire, avec tous les dommages, tous les morts humains créés, déplacements de population, voilà, etc., toutes les maladies, etc., la faune détruite, moi, je vais multiplier par 1 milliard la somme qu'ils auront donnée. Donc, dans les 100 milliards qu'eux demandent, eh ben, ils vont nous devoir 100 000 milliards de milliards. Ça dit qu'ils sont morts. À chaque fois qu'on donne, on va mettre encore plus de zéro derrière. Est-ce qu'on comprend le raisonnement? C'est-à-dire que dans le différentiel, c'est toujours eux les perdants. Parce que là, quand on raisonne, parce qu'on est dans une logique où la personne prend tes matières premières, d'où le mot prédateur, quand il prend 3A, il prend et c'est lui qui fixe le prix. Non, donc on n'est pas indépendant. Notre indépendance, je suppose qu'on y est déjà, suppose que nous sommes aussi capables de fixer les prix. Donc quand ils vont donner leur addition, la nôtre viendra toujours en dernier pour multiplier les zéros. Ces gens-là sont morts d'avance, ils ne peuvent pas gagner devant le tribunal d'histoire. Ou alors nous sommes des colonisés, des esclaves éternels. Mais si on est libre, ils sont morts. Ils ne peuvent pas avoir raison. Je dis qu'à chaque fois qu'ils mettent un chiffre, les nôtres, on rajoute des zéros derrière. Enfin, l'esclavage, on les a demandé de venir nous rendre esclaves. Et un Africain est parti en France. Et s'il vous plaît, venez nous rendre esclaves. Quelqu'un est parti en France. On a dit, ah, s'il vous plaît, on est des biens meubles dans le code noir. Faites le code noir pour nous. On les a appelés. Eux n'ont été chez eux pour faire la même chose. Jamais.
Ces gens-là sont morts, ne peuvent pas avoir raison de notre vie. Au fait, Parfait Ndom, Ojula, tu as dit tout à l'heure qu'Ojula a dit ne donnez surtout pas le pouvoir à ceux qui sont conscients de leur culture, ou qui mettent en avant leur culture. C'est pourquoi Ojula était parfaitement conscient des liens entre l'Égypte ancienne et l'Afrique noire. J'ai le livre d'Ojula là-dessus. Il a écrit un livre là-dessus. Il y a un livre dans lequel il y a plusieurs chapitres sur l'Égypte ancienne en relation avec l'Afrique noire. Il était parfaitement au courant, donc il savait de quoi il parlait. Lui, Paul Ojula. Donc, prenons le cas de la France, Mayotte. 1825 à 1841, ils prétendent qu'il y a un sultan, mahorais, qui régnait à la fois sur Madagascar et Mayotte, qui leur aurait vendu l'île. Avec ce prétexte-là, on va séparer Mayotte des Comores. On va en faire un territoire d'outre-mer en 2011. Déjà 2009, il y a un référendum. Oui. 2011, truqué comme d'habitude, c'est sûr. 2011, Mayotte fait partie du département d'outre-mer. Voilà la promotion. Quand on sait déjà que, même dans la définition des territoires d'outre-mer, on regarde comment ça se passe en Nouvelle-Calédonie pour les Kanaks. Okay, on voit comment le Covid sévit à Mayotte, alors que ce n'est pas le cas aux Comores, qu'eux n'ont pas le soutien de la France. Enfin, je parle des autres îles des Comores. Le Covid-19 fait des dégâts à Mayotte. Alors que les Comoriens qui fuient pour venir à Mayotte, histoire de bénéficier de la nationalité française qu'ils ont rejetée, parce qu'ils ont vu l'indépendance, le Covid-19 ne fait pas autant de dégâts. Mais là où, soi-disant, la France y est, non, la responsabilité... Alors, si on en vient maintenant au niveau du franc CFA, c'est fini pour l'Afrique centrale. Et même pour l'Afrique de l'Ouest, ça tourne en rond. Parce que ce que Ouattara et Macron ont fait n'a fait que, au contraire, revulser les autres chefs d'État, à part Macky Sall, mais les autres, et je vois le chef d'État du Bénin, ou même de Burkina Faso, ils ne sont pas pressés d'aller dans le Wacron, hein, c'est l'écho Macron-Ouattara. Hein. Ça n'attire pas grand monde, en tout cas. Voilà. Bon, en Afrique centrale, c'est mort. On va voir, c'est une affaire de quelques mois. En tout cas, on va voir les résultats. C'est fini. Alors maintenant, il y a une question. Là où je ne suis pas tout à fait dans le schéma de Parfait Ndom, et même de Albert Anatola ici, en attendant d'écouter ce que va dire Paul est là, c'est donner trop d'importance à la France. D'abord, je pense que le premier ennemi du peuple français, c'est l'État français. Et que ça se verra encore plus dans les années à venir, surtout si l'Afrique, la partie dans laquelle la France fait ce qu'elle veut, en Afrique noire, venait à être totalement indépendante, comme moi je pense va se faire bientôt. On verra de plus en plus que le premier ennemi du peuple français, c'est le gouvernement français. Oui, là pour l'instant, pour calmer le peuple, tout ça, ce qu'on prend en Afrique noire, on donne au peuple, ils en profitent, ils sont complices. Oui. Parce qu'ils consomment, ils n'ont pas dit non plus qu'ils ne prenaient pas, ils prennent. Oui, mais à un moment donné, ils ne pourront plus faire ce jeu. Et le gouvernement français devra ponctionner son peuple, parce que c'est son rôle en réalité. C'est son rôle. Ça a commencé avec la Révolution française. Moi, j'ai fait des études en France. L'histoire de France, je la connais même étant à l'école primaire, je connais, j'ai étudié au lycée, tout ça, je connais. La façon dont on présente la Révolution française est fausse. La Révolution française n'a jamais été une révolution de Français. C'est une révolution de francs-maçons. À la botte des financiers, dont les Rothschild. Napoléon Bonaparte, c'est un coup d'État avec son frère Lucien qui était franc-maçon. Mais les financements viennent d'où? Comment ça se fait que c'est si bien organisé, ça réussit? Il y a le financement des Rothschild. Pourquoi Bonaparte fait même un tour en Égypte? Pourquoi il fait un tour en Égypte? Les Rothschild. Et pourquoi il paye la bataille de Waterloo? C'est pareil, c'est les Rothschild. C'est depuis ce jour-là qu'ils ont vraiment emprise sur la Grande-Bretagne, l'Angleterre, jusqu'à aujourd'hui. C'est un coup qu'ils ont joué. Bonaparte était un de leurs pions. On ne voit pas trop ça. Pourquoi la France, c'est le seul État qui, dans ses colonies, en Afrique du Nord, donne la citoyenneté française aux Juifs, mais pas aux musulmans? Ça s'appelle la loi Crémieux, le décret Crémieux. Crémieux, de son vrai nom, il s'appelle Isaac quelque chose. Crémieux, c'est un autre nom. C'est un peu comme Edmond, lui de Rothschild, qui s'est fait appeler... bon, on en a parlé ici, ça me reviendra son nom. Mais en tout cas, elle a changé de nom. Oui. Ça va revenir. C'est une question de quelques minutes, ça me reviendra. C'est pas important de toute façon, pour ce que je vais dire. Donc, je dis que, pour que la France, qui a perdu la Seconde Guerre mondiale, ait eu son droit au chapitre au Cameroun, alors que l'Angleterre avait gagné la Seconde Guerre mondiale, la France n'est pas plus forte que l'Angleterre. Mais parce qu'ils sont soumis au même, comment dire, au même chef, quoi. Mmh.
Les financiers, les Rothschild, les fameuses familles là. C'est eux qui donnent le là. Et pourquoi on a donné cet avantage à la France, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs? Parce qu'ils se sont rendus compte que les Français étaient les plus soumis à leur pouvoir. Je vous signale que c'est la France qui a fait voter la roi Giscard Pompidou. Pompidou lui-même était un salarié de Rothschild. C'est les Rothschild qui l'ont envoyé auprès de De Gaulle. Giscard, il vient, il termine le travail de Pompidou qui est décédé entre-temps. Il s'agit de faire en sorte que l'État français ne peut plus emprunter l'argent à la Banque de France, puisque quand elle emprunte à la Banque de France, c'est sans intérêt. Donc pendant tout le temps que j'étais enfant, on parlait que de l'inflation. Jusqu'au jour où il y a eu la loi Giscard Pompidou qui est passée, on ne parle plus d'inflation, comme par hasard. Le lendemain, on ne parle plus d'inflation. Mais oui, puisque désormais, le gouvernement français est obligé, parce qu'il s'agissait de beaucoup parler d'inflation, pour emmener à la loi Giscard Pompidou. C'est-à-dire que si vous empruntez sans intérêt, vous faites tourner la planche à billets, vous créez de l'inflation. Alors, on va finir par convaincre les gens d'admettre ceci, c'est que l'État français doit emprunter l'argent au marché international. Et là, maintenant, c'est avec intérêt. D'où le début de la dette souveraine française. Voilà. Pourquoi un Français bon teint peut jouer contre lui-même? Ils viennent en Afrique pour chercher l'intérêt pour leur État et leur peuple, admettons. Leur État, je suis d'accord, mais leur peuple, admettons. Mais alors, pourquoi dans ce cas-là, ils jouent contre eux-mêmes en votant la loi Giscard Pompidou? Parce que là, ils jouent contre eux-mêmes. Ils ont créé la dette souveraine française qui n'existait pas. Mais parce qu'ils ne travaillaient pas pour l'intérêt de la France. Oui. On pointe tout du doigt les chefs d'État africains qui travaillent pour la France. Mais on oublie que les gouvernements français eux-mêmes ne travaillent pas pour la France. Ils travaillent pour ces familles. Et comme les Français sont les plus soumis, la franc-maçonnerie a déjà ses tentacules partout. Depuis la Révolution française. Ce sont des soumis en fait. Ils sont tellement soumis qu'on peut leur accorder des choses sachant que le CRIF règne en France. Est-ce qu'il y a un CRIF en Angleterre? Non. Mais le CRIF règne en France. Alors pourquoi? Mais donc ce sont des gens très soumis en réalité. La population est encore plus soumise. Regardez, on va de confinement, on fait le confinement, ils suivent comme des moutons. C'est une population soumise. Mais ils ne savent pas ce qui les attend. Rira bien qui ira le dernier. Merci. Et en bas ça, comme j'aime bien citer les proverbes dans nos langues, Djommout, ni Bélé, Bekel, ni Rien, Inbous. Traduction. Bon, allez-y. Le fou ou l'imbécile ne sait pas qui porte une dose de charge dans le dos. Voilà. Merci beaucoup, Dr Jean Pobenc. Je parle du peuple français. Français, on vous comprend parfaitement. Pas du gouvernement français. Pas du gouvernement français. Paul est là, comment comprendre justement que la France a été colonisée par l'Allemagne nazie et revient justement sur le continent africain refaire ce que les autres leur avaient fait. Et d'ailleurs, avec, il faut le dire comme ça, la bénédiction de l'ONU, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de toute la communauté internationale, en fait, dite internationale. N'est-ce pas pour dire également, répondre en tout cas au cas de Dr Jean-Paul Bellec, qu'ils sont finalement soumis aux 13 familles, les Rothschild? La France, c'est un tout petit pays, comme je l'ai souvent dit ici. La France, en réalité, c'est une fiction de puissance. La France, c'est le seul pays au monde qui est considéré comme l'une des 5 plus grandes puissances au monde, mais qui ne tire sa gloire que de son vampirisme sur les économies africaines. Donc, la France est soumise à tout et à n'importe quoi, mais en réalité, la France n'est rien d'elle-même. La France n'est rien d'elle-même, que ce soit en amont ou que ce soit en aval, que ce soit par les forces extérieures qui lui sont, à laquelle elle est soumise par le haut. Vous parlez de la puissance de la finance internationale et des autres, que ce soit en aval par toutes les économies et tous les pays qu'elle pille allègrement depuis des siècles aujourd'hui, depuis en fait des décennies au moins. Et donc, pour moi, la France, en réalité, comme grand pays, n'existe pas. C'est une fiction, c'est un fantasme dont ils essayent de se convaincre, bon gré mal gré, tant qu'ils le peuvent encore et tant qu'ils préfèrent rester dans leurs illusions. Mais en réalité, la France, ce n'est rien d'autre qu'un mirage en termes de puissance. Et quand on demande si on veut savoir, on pose la question de savoir si la France est à l'origine de tous les malheurs de l'Afrique, il y a une démarche qui me semble logique, qui me semble simple. C'est de considérer la France sans l'Afrique ou avant l'Afrique, et de considérer la France avec et pendant l'Afrique, et donc de conclure ensuite de ce que serait la France sans l'Afrique. Aussi simple que ça. Moi, je voudrais, les cas d'histoire qu'on peut convoquer sont légion, mais j'aimerais prendre 2 faits historiques, que sont notamment la guerre franco-prussienne de 1870
et la Seconde Guerre mondiale. La guerre franco-prussienne de 1870 est perdue par la France, qui a été humiliée et qui s'est retrouvée avec la victoire de l'Allemagne dans les pires difficultés économiques et politiques, et qui va rebondir du fait justement de la conférence de Berlin de 1884-1885 organisée par le chancelier Otto von Bismarck, et qui justement du fait de la répartition arbitraire sur la base d'une carte de l'Afrique entre un certain nombre de pays européens que sont entre autres l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne et d'autres, la Belgique et d'autres, la France se retrouve en fait en train de renaître de ses cendres après cette guerre d'humiliation, la guerre franco-prussienne, parce que justement elle va se voir attribuer, j'ai envie de dire de façon par pitié, des colonies qui vont en fait être la ressource ultime et salutaire de l'économie française. Donc la France renaît de ses cendres après cette humiliation de la guerre franco-prussienne, et c'est comme ça que la France peut encore exister sur la scène internationale. Voilà un premier fait historique qui montre bien que, en réalité, la France n'existe pas d'elle-même et qu'elle n'a que besoin du sang des autres, notamment des Africains, tel un vampire, pour pouvoir exister. Et les cas sont légion, mais j'ai prévu de convoquer juste 2 cas, parce qu'on n'a pas tout notre temps. Le deuxième cas, c'est la Seconde Guerre mondiale. Quand vous prenez la Seconde Guerre mondiale, au sortir de laquelle la France est perdante, avec notamment l'armée des nazis qui a instauré et qui a marché sur Paris et qui a donc établi le régime de Vichy. La France est asphyxiée, la France n'existe plus, et la France, à l'époque de Gaulle justement, qui va fuir la guerre et qui va se réfugier en Angleterre pour faire son fameux appel du 18 juin, le héros des Français, en tout cas de la France illusoire qu'on nous impose. Vous aurez également cette même France qui va faire de Brazzaville sa capitale, dite de la France libre. Et voilà la grande France qui est à genoux face à l'Allemagne nazie, et que les Africains vont délivrer, vous l'avez dit, de façon in extremis, en rendant sa liberté à la France. On nous a chanté, les livres d'histoire savent bien le faire, le fameux débarquement de Normandie du 6 juin 1944 comme étant la solution finale, la libération ultime de la France, alors qu'en réalité, c'est les Africains qui avaient fait tout le travail de fond et qui avaient permis à la France de se libérer. Malgré cela, De Gaulle, de son temps, va remercier l'Afrique en rapatriant manu militari tous les soldats africains et en les faisant assassiner, avec notamment le massacre de Tcharoy, où on a eu des centaines et des centaines de morts, tout simplement parce que ces soldats qui venaient de délivrer la France réclamaient leurs soldes, et lesquels soldats avaient été rapatriés dans leur pays, notamment au Sénégal, parce que De Gaulle estimait qu'il n'était pas de bon ton de voir des Noirs africains défiler sur les Champs-Élysées en guise de célébration de la victoire de la France, parce qu'il fallait des Français de souche pour montrer au monde que la France existe. Et ils ont donc ramassé des va-nu-pieds, des vagabonds comme ça qui n'avaient jamais tenu le moindre couteau. Oui. Et on les a habillés en militaires. Et on a dit, voilà la France de souche qui a délivré la France des griffes nazies. Donc, à travers cet exemple, vous vous rendez compte que la France n'existe que par le mensonge, que par la filouterie et que par l'arnaque. Et voilà une France qui, du temps justement de l'occupation nazie, s'est vue asservie à plusieurs niveaux. Elle s'est vue asservie monétairement, puisque le Deutschmark avait remplacé le franc CFA et il y avait une parité fixe de 20 francs CFA pour... De francs français, pardon, merci. De francs français, un Deutschmark valait 20 francs français. Donc, parité fixe, ils étaient donc asservis sur le plan monétaire, ils étaient asservis sur le plan économique, puisque c'est la loi économique allemande qui régnait à ce moment. Ils étaient asservis politiquement, évidemment, puisque c'était le régime de Vichy qui sévissait. Ils étaient asservis culturellement, puisque quand vous détenez un pays monétairement, politiquement et économiquement, vous le détenez culturellement, puisque vous allez faire prévaloir vos valeurs. Ils détenaient ce pays militairement avec la présence militaire allemande. Et qu'est-ce que la France a eu, puisque la France a toujours fait preuve, en tout cas ses dirigeants, d'anorexie intellectuelle sévère, puisque
le minimum d'intelligence qui demande que la France puisse se réinventer un modèle, en tout cas se réinventer un modèle d'elle-même pour pouvoir exister politiquement, économiquement et culturellement. Ils n'ont jamais fait preuve de ce minimum d'intelligence-là. Et je vous rappelle que la France, soi-disant la grande France, qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, s'est présentée comme faisant partie des vainqueurs. Rappelez-vous la conférence de Yalta. Vous vous rappelez de la photo des vainqueurs. Où était De Gaulle sur la photo des vainqueurs à la conférence de Yalta? Vous aviez Staline, vous aviez Churchill et vous avez Roosevelt. De Gaulle n'était pas là. C'est bien dire que la petite France est une France minable, surtout de par ses dirigeants qui sont pour la plupart, en tout cas depuis De Gaulle, de bons voyous, qui n'ont pas d'intelligence, qui n'arrivent même pas à avoir l'intelligence d'un pois chiche et qui justement passent le temps à répéter en fait des formules qu'ils ont récupérées et qu'ils ont subies par d'autres. Et notamment parlant de récupérer des formules subies par d'autres, je vous ai présenté tout à l'heure toute la domination allemande aussi dans tous les compartiments de la vie sociale de la France. Et c'est cette même domination, cette même asphyxie, cette même spoliation, ce même avilissement que la France va répéter, va reprendre servilement, la France n'a jamais eu de capacité à s'inventer, à se créer un modèle. C'est ce qu'ils vont répéter et qu'ils vont reproduire en Afrique. Et la question, c'est de savoir si la France est à l'origine de tous les malheurs de l'Afrique. Pour savoir si un pays est dans le malheur et connaître les sources et les ressorts de ces malheurs, il n'y a qu'à convoquer tous les compartiments de ce pays. Et on va aller pas à pas en 2 minutes maximum. Premièrement, sur le plan militaire, est-ce qu'un pays est indépendant s'il est occupé militairement? Est-ce que la France occupe militairement les pays africains? Oui, il n'y a qu'à regarder les bases militaires qui sont présentes partout en Afrique. Est-ce que l'Afrique est libre d'un point de vue économique? Mais non, il n'y a qu'à regarder l'occupation économique des pays africains francophones avec les multinationales telles que Total, Orano Areva, qui pille le Niger, qui pille le Mali, qui pille le Cameroun, qui pille le Gabon, qui pille tous ces pays. La France, économiquement, c'est un pays qui n'existe pas. Si je vous demande de me citer 10 marques françaises, même pas 10, disons une marque française, prenons de réfrigérateur, une marque de télévision, de téléviseur. Si je prends tous les compartiments de l'industrie française, vous allez bien vous rendre compte que la France n'existe pas. Et ce qu'ils considèrent comme les fleurons de leurs économies, c'est encore du fait des associations, des conglomérats avec d'autres pays européens, qui sont souvent majoritaires dans le capital, comme par exemple Airbus, où l'Allemagne est à quasi équivalent en termes de part dans le capital. Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on parle de la culture? D'un point de vue culturel, l'Afrique est aliénée. Tous les musées sont inondés d'ailleurs par les œuvres. Tous leurs musées sont inondés d'œuvres d'art pillées en Afrique qui rapportent des milliards d'euros depuis des décennies en France et en Europe. Et vous me dites que la France est un grand pays. La France n'est pas un pays qui devrait continuer de se considérer comme étant grand et qui serait même pas, comme l'a dit Jacques Chirac, à la 23e, au 21e rang des puissances mondiales. Et comme l'a dit Mitterrand, la France sans l'Afrique n'existera pas au 21e siècle. Vous voulez qu'on parle du plan monétaire? Est-ce qu'un pays sur le plan monétaire peut être libre quand sa monnaie est battue ailleurs et dépend d'un autre pays? Le CFA, c'est l'une des pires forme d'asservissement économique que l'Afrique connaisse et qui, à l'origine de ce franc CFA, c'est la France qui elle-même a copié sur le modèle nazi lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, quand on prend tous les compartiments, vous voulez qu'on parle sur le plan politique, l'ingérence politique de la France, avec notamment les réseaux mafieux de la France-Afrique depuis De Gaulle et son acolyte Foccart, florissent aujourd'hui. Ils sont encore en exergue. C'est la forme qui change, mais le fond est le même. Et donc, politiquement, on a des dirigeants qui, en réalité, sont dirigés par la France et qui sont imposés. Tous les véritables indépendantistes, tous les véritables nationalistes ont été purement et simplement assassinés par la France. Et donc, je conclus en disant, après un tableau comme celui-ci, on se rend bien compte que tous les compartiments de la vie sociale des pays qui sont des anciennes colonies de la France ou qui sont considérés comme des pays francophones, tous ces pays-là, du fait de la France et rien que de la France, se retrouvent en fait dans une paupérisation permanente parce que tous les compartiments sont investis par ce prédateur-là. Et
Quand on parle comme ça, on va nous rétorquer, on va nous objecter qu'on fait de la victimisation. Ce n'est pas de la victimisation. Quand on fait un état des lieux, quand on analyse une situation pour faire la répartition des responsabilités, ce n'est pas de la victimisation. C'est donc à chacun de nous, face à ce tableau obscur dressé et qui existe du fait justement de la France et de son hégémonie impérialiste et criminelle, c'est à chaque pays africain de prendre ses responsabilités et de dessiner son propre chemin. Sombre tableau que vient de prendre Paul Ella, patient Pafendome, pour nous montrer que la France, sans l'Afrique, ne pourrait survivre. Que pourrait même devenir la France sans l'Afrique? Je vous poserai d'ailleurs la question. C'est l'ancien président gabonais Omar Bongo, Ondimba, qui avait sorti cette boutade où il disait le Gabon sans la France, c'est comme une voiture sans chauffeur. Mais la France sans le Gabon, c'est comme une voiture sans carburant. C'est tout dit. Alors, j'ai lu avec stupéfaction, il y a ces 2 derniers jours, un article de M. Marwan Ben-Yamed. Vous savez qui est Marwan Ben-Yamed, non? Oui. C'est le fils de Béchi Ben-Yamed, le patron de Jeune Afrique. Moi, j'aime souvent écrire ce fric-là. F-R-I-C. Voilà, parce qu'il n'y a qu'à coup de médias qui sortent de nous parler que, n'est-ce pas, ce chiffon continue de subsister, d'être édité, et on nous fait croire qu'ils ont les informations de première main. Parlant de la maladie de fin dernier Premier ministre ivoirien, M. Ahmed Bakayoko. Alors, Marwan Ben-Yamed nous fait comprendre qu'en réalité, il y a 3 personnes maximum ou 4 qui étaient au courant du fait que M. Bakayoko avait un cancer. Il y avait le président Ouattara, évidemment, l'épouse de M. Bakayoko, bon, on me dirait Bakayoko lui-même, et puis, patatras bizarre, en ce temps, Macron. Macron aussi était au courant que le Premier ministre ivoirien était atteint d'un cancer. J'ai dit, mais merde. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, vous comprenez parfaitement, patient Pafendome. C'est-à-dire que vous êtes, je ne sais pas, le Premier ministre malais est malade. Sa femme le sait. Je ne sais pas, le président de la République de ce pays-là le sait. Mais la reine d'Angleterre aussi doit être au courant. Ça ne vous fait pas bizarre? Très bizarre. Mais voilà. Quand on parle de ces choses-là, les gens disent que nous exagérons. Ça veut dire que ces pays-là n'ont pas d'autonomie. Ils n'ont pas de souveraineté. Même dans des questions aussi importantes que celle de la sécurité sanitaire de leurs premiers dirigeants, il faut que Paris soit rapidement au courant. Et si Paris est au courant, selon vous, c'est pourquoi? C'est pour ajuster ses plans. C'est pour faire élire de nouveaux hommes liges dans le cercle fermé pour la course au pouvoir plus tard. Et voilà comment ça se passe. Donc, nous sommes là face à quelque chose de très grave. Tout à l'heure, le docteur Mbelek a évoqué la construction du chemin de fer Congo-Océan. On en a pas assez parlé souvent sur nos plateaux. Cette construction de ce chemin de fer Congo-Océan a vu la participation pour la construire de milliers et de milliers de Centrafricains. Je dis bien Centrafricains. La Centrafrique que tout le monde insulte là. On peut même comprendre pourquoi ces gens ne sont pas assez peuplés. Pour la construire, la Centrafrique a perdu 15 000 Centrafricains sont morts dans la construction de ce chemin de fer. Et contrairement aux Allemands qui ont fait le chemin de fer camerounais, les Français n'avaient pas d'obligation de donner un bol de ration alimentaire journalier à ces travailleurs centrafricains qui se chinaient à faire à la construction de ce chemin de fer. Quand je parle de racisme primaire, ce n'est pas une vue d'esprit. C'est une réalité, Steve. Et c'est très dangereux quand on voit l'attitude de ces Français. Je dis, j'ai écouté M. Maurice Delaunay. Il a été grand administrateur de côté de l'Ouest Cameroun pendant la guerre d'indépendance, précisément dans la ville de Tchang. Et on lui pose la question, d'où lui est venue l'idée de construire ces camps de concentration. Il dit, mais écoute, j'ai tout simplement reproduit ce que j'avais vécu en Allemagne, puisque moi-même, j'avais été fait prisonnier de guerre en Allemagne. Donc j'ai vu comment les gars ont construit les camps de concentration. C'est la même chose que j'ai reproduit à l'Ouest Cameroun, dans la zone de Tchang.
Donc, vous voyez des gens, qu'on nous dit pays de liberté, pays de la démocratie, pays je ne sais pas de quoi. Comment leurs élites se comportent par rapport aux gens, on n'en a pas assez parlé, qui leur ont donné la dignité, qui leur ont lavé la faim et la honte, qui giclaient sur leur front. La guerre franco-prussienne, est-ce que vous savez que pendant cette guerre-là, il y avait des soldats marocains et algériens dans les troupes françaises? Ça veut dire que ces gens ont toujours, depuis comme de la nuit des temps, été incapables d'aller au front tout seuls. Ils prennent toujours leur dougourou. Et c'est de là que vient l'expérience qui va donner plus tard la naissance à ce qu'on appelle la Légion française, la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est quoi? C'est une armée de mercenaires au service de la France. Une armée de mercenaires au service de la France. Qui avait à sa tête des gens, entre autres, comme un certain Pierre Mesmer. Donc, vous voyez qui c'est? Oui. Donc, ces gens-là, ils ont un gros problème avec les questions des droits humains. Si nous ne nous battons pas, si nos enfants ne se battent pas violemment contre cette France-là, elle va continuer d'appliquer ces mêmes méthodes que nous voyons là un peu partout sur le continent. Mais je crois que c'est un économiste anglais qui l'avait si bien dit, la France se leurre. Elle se pourrit la vie. En continuant de se comporter tel qu'on se comporte. C'est-à-dire qu'en maintenant cette relation de maître et de l'esclave, en réalité, c'est elle qui va être la grande perdante à ce jeu-là. C'est elle qui va être la grande perdante. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Donc l'une des raisons premières, c'est qu'elle sera incapable de se faire à partir de ses propres efforts. Elle est coincée. Il faut que je sois dans une politique de razzia, une politique de pillage, une politique éternelle. Mais or, les dynamiques sociales, les dynamiques politiques, les dynamiques économiques du monde nous montrent qu'il y a une roue qui tourne. Donc, tôt ou tard, la France va finir par perdre la main sur cet espace qu'elle a cru qu'elle a été léguée par ses ancêtres de Gaulois. Donc, ça se voit. Comment la France est en difficulté. L'affaire du coronavirus. Vous voyez très bien que presque toutes les autres puissances mondiales ont pu produire, entre guillemets, un vaccin. La France, elle n'a pas pu produire le vaccin. Elle est dépendante des pays comme les États-Unis, mais surtout l'Angleterre. Votre AstraZeneca, là, dont tout le monde est en train de régir maintenant, on dit que c'est un poison, on n'est plus très sûr de cette affaire-là. Mais Paris lui-même, malgré que tout le monde rejette AstraZeneca, il dit, il est preneur. Il dit, non, fournissez-moi mes doses. Je vais vacciner les gens avec. Parce qu'ils sont dans les capacités de produire un vaccin. Tout simplement parce qu'ils étaient toujours dans le mode de la facilité. Chaque fois que... Ils veulent ce vaccin pour balancer en Afrique également. Chaque fois qu'ils sont coincés économiquement, chaque fois qu'ils ont des déficits chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent vers l'Afrique, ils tapent dans le portefeuille africain, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre dans ce fameux compte d'opération où vous savez que c'est une manipulation d'écriture. Oui. Pendant cette Seconde Guerre mondiale, on parle seulement des hommes que nous avons perdus. Mais la France a aussi tapé au niveau de notre trésorerie. Ils ont pris tout l'argent. Ils ont pris tout l'or qu'il y avait, les productions agricoles essentielles, comme par exemple le caoutchouc. Ils ont tout pris, tout. Parce qu'ils n'avaient rien. Ce sont les Africains qui travaillaient, des Anglais. Vraiment, il faut que chaque Camerounais qui est autour de Douala, de temps en temps, fasse un tour des Anglais. Pour ceux qui ne sont pas encore allés. Moi, j'étais sur la tombe de M. Chamout. Voir dans quelle... Même certaines personnes qui ne connaissent pas que Dizangue existe. Hein, dans quelle mesure les gens habitaient et travaillaient comme... Mais c'est démentiel. Presque dans toutes nos familles, vous allez voir quelqu'un qui a travaillé des Anglais. Moi, la seconde épouse de mon grand-père a été employée dans cette connerie des Anglais-là. Des conditions insoutenables. Donc, cette histoire-là de la France, et là, tout à l'heure, je crois que c'est là qui le disait, il y a plusieurs conséquences. Mais on ne peut pas aussi dire que d'autres pays africains sont aussi totalement sous domination de la France. Ils sont sous domination de la France parce qu'une partie du continent est sous domination de la France. Mais eux, directement, ils ne sont pas sous la domination de Paris. Donc, ça pose donc un problème des élites de la France dite francophone qui sont en train de produire ou bien d'engendrer un retard terrible sur notre continent. Ces élites-là, comme je le dis souvent, ils n'ont pas les mains liées. Ils ont fait un choix, le choix de la collaboration. Oui. Ils ont fait un choix, le choix de la collaboration. Parce que quand M. Focard vient dans ce périmètre, dans cet espace-là, pour faire un casting des gens qui doivent diriger ces États-là, ils ne prennent pas les gens qui sont capables de leur tenir tête.
Il prend que des gens qui sont complètement plats, dans un plaventrisme exceptionnel. C'est eux dont on fait la promotion. Vous vous souvenez de monsieur, le président gabonais, comment il s'appelait encore Léon Ba. Léon Ba. On lui dit, bon, président, votre pays va deviendra indépendant bientôt. Et de quoi? Non indépendant? Pourquoi? Non, c'est pas possible. Mais si vous insistez qu'on soit indépendant, il faut quand même que sur notre drapeau-là, il y a encore le drapeau français. Le bleu, blanc, rouge. Parce que vraiment, moi, je ne me considère pas indépendant sans la France. Mais c'est incroyable ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit. Quand Boganda a posé le problème de l'unité de l'Afrique centrale, c'est fini, c'était l'homme à abattre. Il fallait l'éliminer. L'éliminer directement. Les Lumumba, il fallait l'éliminer. Les éliminer. Même le pauvre Fulbert Youlou, qui n'était pas très consistant, on l'a écarté. Parce qu'il ne faisait pas les affaires, n'est-ce pas, de la France. Donc, ce n'est pas une fixation, ce n'est pas une obsession, mais c'est une réalité. Ce sont les faits. Ce sont les faits, c'est une réalité de notre situation socio-économique. Et je continue de dire, d'insister, tant que les pays de l'Afrique dite francophone ne vont pas enfin se libérer des griffes de Paris, le continent africain ne pourra pas normalement décoller. Tous les projets que vous voulez faire sur le continent, par exemple, le projet qui rejoint un peu le projet de la soie, pour faire des chemins de fer qui vont traverser le continent. Comment vous pouvez faire ce projet alors qu'une partie des pays de notre continent sont sous domination française? Le financement va se faire comment? Comment? Donc, tous les projets majeurs qui pouvaient prendre corps sur le continent africain à cause de ce goulot d'étranglement que constitue encore la question de France CFA, qui est cette monnaie nazie, ne peut pas voir jour. Ils sont des projets morts-nés. Même le projet sur le plan économique, n'est-ce pas, Anatole, sur le plan africain, comment ça s'appelle, au niveau de transcontinental? Non, sur le plan économique, on a... Pas le NEPAD. La zone de libre-échange. La zone de libre-échange. ZELAC, comment vous appelez? ZELEC. Mais elle-même sera plombée à cause de la question du franc CFA. Comment est-ce que ça va se faire? Il y a une question d'harmonisation des économies. Vous ne pouvez pas avoir des économies qui sont plus ou moins indépendantes, qui sont plus ou moins souveraines, et des économies qui sont sur la tutelle de Paris et parler des espaces de libre-échange économique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je continue de dire, j'allais oublier, Mbele qui aime les calculs, je crois qu'il va nous aider à faire les calculs. La France est tellement, c'est vraiment des macros, comme on dit au quartier, de véritables bandits. Vous savez que la puissance de certains pays aussi tient de certaines subtilités qu'on ne voit pas beaucoup. La question de bord de mer, vous dites que combien de nautiques souvent Belek, combien de nautiques parlant de... des eaux internationales, des eaux territoriales. Mais regardez ce que la France a comme au international. Vous savez pourquoi? Parce que la France, hors métropole, elle perclue de petites îles, les Guadeloupe, les Guyanes, les machins, Saint-Miquelon, Saint-Miquelon, partout. Et c'est là où la loi française s'exprime. Hein. Comme ils ont des eaux territoriales qui sont les leurs, vous ne pouvez pas là-bas, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et finalement, la France se retrouve dans des positions où elle est pratiquement incontournable dans certaines négociations internationales. Tout simplement parce que le gars a refusé de décoloniser. Les Algériens ont sorti un truc d'énervement qui m'a fait aussi frémir. Vous savez que les premières expériences, n'est-ce pas, de la bombe atomique française se sont produites dans le Sahara algérien. Ils ont expliqué que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des poussières radioactives qui ont continué complètement, n'est-ce pas, de se diriger vers les villes algériennes, la plupart des villes algériennes. Et que, en réalité, en termes de conséquences, c'est plus grave que Tchernobyl. Mais personne n'en parle. En termes de conséquences sur la santé, n'est-ce pas, des Algériens, c'est plus grave que Tchernobyl, ces émanations, n'est-ce pas, de ces poussières radioactives qui vont du Sahara algérien vers la côte d'Onde, vers les villes algériennes qui sont les plus importantes. Mais est-ce que qui va dire à Paris qu'il faut quand même dédommager ces gens-là? Vous vous souvenez des Espérants en Polynésie? Jusqu'au jour d'aujourd'hui,
Paris jongle. Absolument rien. Il entre, il sort, il ne veut pas voir la question de dédommagement de ces peuples qui ont subi justement ces expériences assez ouvertes, n'est-ce pas, sur le plan nucléaire, dans ces espaces. Donc, la France va continuer de se comporter comme ça parce qu'elle s'est mise elle-même dans un traquenard. Elle était incapable d'affronter le monde sans dominer les autres. Elle était incapable d'affronter le monde sans compter uniquement sur ce dont elle est capable de produire sur le plan économique et sur le plan culturel. Elle s'est mise dans un traquenard en ayant toujours comme pilier fondamental, n'est-ce pas, de la politique, de l'idéologie, n'est-ce pas, politique, le fait qu'il faut qu'elle continue d'assujettir certains autres peuples. Or, tout le monde voit aujourd'hui que les peuples du monde, quel qu'en soit l'espace où vous allez, les gens se battent pour essayer au moins de retrouver leur souveraineté. Donc Paris est programmé pour mourir. Je dis l'élite française. Je dis la politique française, elle est programmée pour mourir. Et je peux vous dire, dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, dans les décennies à venir, la France a vraiment, elle a vraiment des soucis à se faire. Des soucis à se faire. Messieurs, c'est le temps pour nos téléspectateurs de nous appeler par SMS. Ou encore, vous pouvez également nous appeler cet après-midi. Le téléphone et surtout le standard est ouvert. C'est votre moment. Vous pouvez également nous appeler. Monsieur, permettez-moi de commencer à lire les messages de nos téléspectateurs avant qu'ils ne remplissent. Hein, parce que quand ils disent remplissent, c'est très grave d'ailleurs. Il faut le préciser. Bonjour DBS, bonjour à tous vos panélistes. Merci à tous ce que vous faites. Quand la France demande des dédommagements liés aux infrastructures mises en place lors de la colonisation, est-ce qu'elle avait payé aux ouvriers des travaux forcés? Il faudrait que la CEDEAO porte plainte contre la France pour vol de propriété intellectuelle à propos de l'éco. En tout cas, si nos États ne le font pas, nous les citoyens, nous le ferons et ce pays vampire comprendra. C'est un pays qui vit au crochet des autres en Europe. Même elle s'accroche à l'Allemagne, c'est pourquoi ils sont toujours sous la jupe des chanceliers allemands. La preuve est que le peuple français a voté contre le traité de Maastricht, mais Chirac et Sarkozy ont forcé l'entrée justement là-dedans. C'est Amine Touré qui nous a écrit cet après-midi. Amine Touré qui nous écrit depuis les États-Unis d'Amérique. Et Tam Alexandre nous a envoyé justement une vidéo, on la regardera plus tard. Bonjour à vous, la France n'est pas responsable des malheurs du continent africain. Le malheur en Afrique, c'est les Africains eux-mêmes, parce que si aujourd'hui le franc CFA est toujours l'argent de l'Afrique, c'est que l'Afrique est toujours dans l'atome. C'est quoi d'abord franc CFA? Franc CFA qui à l'origine veut dire la colonie française d'Afrique. Donc ceux qui croient que l'Afrique a toujours son indépendance n'a qu'à se réveiller, car ce sont les autres qui décident de notre franc. Monsieur Steve, je vais vous dire quelque chose. Tous nos présidents qui travaillent pour leur pays sont tous assassinés par les Africains de la France. Ceux qui, les Africains, c'est qui les Africains de la France? Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Tous les Africains qui ont leurs enfants en France pour les études sont les ennemis de l'Afrique. Les mots me manquent car je crois en un développement pour l'Afrique. Prenez même exemple aujourd'hui au Niger avec le président de la CENI et son président Issoufou veut mettre mon Niger en danger. Je vais revenir avec vous dans un instant. Allô, téléphone, bon après-midi. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon après-midi. Bon après-midi à vous. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle M. Abanda David, depuis Obala. On vous écoute. Depuis Obala, oui. Je dis bonjour à votre panel et par votre canal, je dis bonjour au monde entier. Alors, votre thème aujourd'hui, c'est un thème intéressant, mais je voudrais apporter ma contribution en disant que la France n'est pas le malheur de l'Afrique, mais les Africains sont leur propre malheur. Parce que je ne comprends pas comment, si vous êtes sous le joug d'une personne, vous attendez que la France enlève son genou sur le cou de l'Afrique. La France n'enlèvera jamais son genou. Si l'Afrique ne se révolte pas et que les Africains même, la jeunesse africaine, les débats tous les jours, le bavardage, on monte, on descend, ça n'apporte rien à l'Afrique. Ça n'apporte rien à l'Afrique. Ce bavardage-là, tous les jours, non. Il faut passer à l'action. Je pense que pendant longtemps, l'aîné parfait d'homme, ça fait 2 ou 3 ans que nous suivons l'aîné parfait d'homme,
Anatole Haïti et tous les autres, et même le président Bandakani, à qui, en passant, je souhaite un prompt rétablissement. Mais l'un n'est plus au bavardage. Je pense que vous devez développer les stratégies d'action, aider la jeunesse. Dites à la jeunesse, voici ce que nous voulons. Il y a quelques années, sur un autre média concurrent, l'aîné parfait, donc ils avaient dit on ne décroche plus les appels numéro orange. Et la mayonnaise a pris. Vous avez dit qu'on ne prend plus les canaux SAT. La mayonnaise a pris. On utilise l'opérateur local, Crioline. Maintenant, bon, donner les stratégies aux Africains, comment combattre les Français. Les actes pourront être posés, on pourra minimiser les actes, mais avec le temps, ça va réagir. On verra les conséquences. Tous les jours, la France est montée, la France est descendue. Attendez un peu. Quand on est dans un pays où on trouve qu'avec 36 000 francs, on peut vivre normalement, vous vous attendez à quoi? Développer les stratégies, dites à la jeunesse africaine, de N'Djamena au Sénégal, en passant par la Côte d'Ivoire jusqu'en Afrique du Sud, au Cape Town. Dites-nous ce qu'il faut faire pour agir. Le bavardage l'a arrêté ça. Ils n'enlèveront jamais les genoux sur notre cou. Merci et bonne journée. Bonjour monsieur Abanda, à vous également, hein, depuis Obala. Quand on parle de chercher des stratégies, je pense que vous également vous êtes concernés. Nous avons justement l'opportunité de vous parler, de vous dire, voici ce qu'il en est. Et nous le faisons, je pense, très bien. Toujours au téléphone, ça sonne. Allô, bon après-midi. Allô, bon après-midi. Allô, bonsoir. On a quelques petits problèmes avec cet appelant. Allô, bonsoir. Je pense que l'appelant, soit il dort, soit il ne nous comprend pas de l'autre côté, avec le problème de connexion actuellement. Toujours au téléphone, on prend quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Pourtant, tout à l'heure, ça passait super bien avec le premier appelant. Là, on a dit un... Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis à Tanganago de Flora. Je vous appelle depuis Douala. On vous écoute. Bon, je voudrais vous dire, souhaiter d'ailleurs déjà prompt rétablissement au président Bandakani et proposer que les Africains se réunissent pour porter plainte et demander aux Français de remettre les biens mal acquis. Les Africains leur demandent de remettre leurs biens parce que tout ce qu'ils ont acquis en Afrique sont des biens mal acquis. Qu'ils nous les remettent. Donc je souhaite qu'on crée un forum à cet effet. Je vous en prie. Merci beaucoup. On va y penser, hein. On va y penser. Bon après-midi à vous également. Hein. Pour lui, en tout cas, il faudrait que la France remette tout ce qu'elle a volé sur le continent africain. Parce que pour lui, en tout cas, jusqu'à preuve de contraire, ce sont les biens mal acquis. Toujours au téléphone, ça sonne. Allô, bon après-midi. Allô, bon après-midi. Bon après-midi à vous, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, je m'appelle Patrick Jacques depuis Yaoundé. On vous écoute depuis Yaoundé. Oui, ce que j'avais à dire pour participer à l'émission, c'est que arrêtons d'accuser la France. Arrêtons vraiment d'accuser la France parce que nous devons d'abord nous gérer ici nous-mêmes en Afrique bien. Avant de voir ce que la France a fait par le passé, avant de voir comment combattre le franc CFA. Ce n'est pas la France qui viendra dire dans ton pays de faire la corruption ou le favoritisme. Ce n'est pas la France qui vient dire ça. Tout ce que la France vient faire dans le pays, c'est d'injecter la corruption et s'en aller. Elle sait qu'avec cette corruption, vous allez vous entretuer et elles vont porter leur richesse. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci également à vous. Toujours au téléphone, hein, ils sont nombreux d'ailleurs à nous appeler. Bon, on vous comprend parfaitement, chacun son opinion, parfait par Dôme. Ne vous inquiétez pas, tout le monde a le droit de parler. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Mathieu depuis Yaoundé. Mathieu depuis Yaoundé, on vous écoute. Mathieu depuis Yaoundé est parti. On espère qu'il va revenir. Bonsoir Steve et le plateau Feu Vert. La France
c'est que sa survie, elle dépend de l'Afrique. Les Africains doivent avoir des institutions fortes et des grands hommes pour combattre leur système et les porte-plaintes et les juges. C'est nos enfants qui feront ce travail que nous avons commencé aujourd'hui. Respect sur le plateau, c'est Edo qui nous écrit depuis Chicago, aux États-Unis. Le standard reste et demeure ouvert. Vous pourrez justement nous appeler. Nous sommes à votre disposition. Bonsoir, M. Ngos, à votre équipe et à vos invités fiers panafricanistes qui font tout pour l'éveil des consciences du peuple africain et du monde. J'espère que M. Badakani va bien. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Par rapport à votre thème, ma réponse va être très claire et courte. Oui, la France est responsable des malheurs du continent africain sur sa politique. En une journée, nous les auditeurs, ainsi que vous-même sur le plateau, même en une semaine, vous en finirez pas d'en parler. Monsieur Troisa ainsi que les autres l'ont bien dit. Force et courage à vous, que Dieu vous préserve et que nos aïeux vous protègent. Bandapa depuis la Normandie à Caen, en France, qui nous a écrit. Au téléphone, bonsoir. Depuis la Normandie à Caen, en France, qui nous a écrit. Alors, là, en ce moment-là, vous baissez le volume de votre téléviseur et vous allez nous suivre plus parfaitement. Merci. Allô. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Maintenant, on peut vous écouter. On vous écoute. Ok, bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Ça va bien, je m'appelle Mohamed Bouba. Vous nous appelez d'où? Oui, depuis Yaoundé. Depuis Yaoundé, on vous écoute. Pas mal Yaoundé aujourd'hui, quand même. Oui, mon intervention est basée, donc je voudrais donc appuyer sur la question que vous venez de poser. J'aimerais attirer l'attention des Africains que il est également parti, hein, toujours des problèmes. J'espère que ce n'est pas le crédit aussi. Ça arrive très souvent. Bonsoir à tous les panélistes de DBS TV, ainsi à tous ces auditeurs. Au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Baissez le volume de votre téléviseur pour nous avoir facilement. Allô? Allô, bonsoir. Ce téléspectateur a des problèmes pour nous avoir. On espère tout simplement qu'il va revenir dans un instant. Bonsoir à tous les panélistes de TV DBS ainsi à tous ces auditeurs. Je vous avoue que à cause de votre émission de Feu Vert, j'ai démonté mon Canal Plus afin de pouvoir vous suivre. Et je ne voudrais plus voir le décodeur Canal Plus chez moi, car les chaînes Canal ont une forte volonté d'endormir les consciences africaines. Sachez qu'un grand nombre de Burkinabés suivent votre émission. Vous êtes une grande fierté pour le continent africain. Le grand malheur de l'Afrique était la colonisation par la France. Signé Diallo Mamadi depuis le Burkina Faso. Au téléphone, ça sonne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Monsieur Noafouda Nicolas Rouillard. On vous écoute. Ok, donc pour commencer, beaucoup de félicitations pour ce que vous faites, n'est-ce pas, pour le Cameroun en particulier, n'est-ce pas, nous jeunes, par rapport à la sensibilisation qu'on est en train de faire pour le bien-être, n'est-ce pas, des Camerounais. On vous écoute. Ok, d'accord. En ce qui concerne, n'est-ce pas, le problème camerounais, il y a lieu tout d'abord, avant, n'est-ce pas, d'accuser la France, de pouvoir, n'est-ce pas, étudier le comportement de nos compatriotes. Parce qu'au-delà de tout, la valeur africaine réside au-delà de tout, n'est-ce pas, dans nos comportements. Et en ce qui me concerne, il est assez important que nous, les Camerounais, puissions changer de comportement. Parce que le développement de l'Afrique, au-delà de tout, n'est pas la responsabilité première pour les Camerounais. Et vous êtes des jeunes Africains, soutien, n'est-ce pas, du développement des autres de notre pays. Au-delà, n'est-ce pas, de la culture africaine, en particulier au Cameroun. Il y a lieu ici, d'abord, d'interpeller, n'est-ce pas, la conscience. Et je dirais, en ce qui me concerne, bien entendu, n'est-ce pas, la responsabilité de nos autorités. Certes, la France, au-delà de tout, est interpellée dans tout ce qui nous concerne. Mais les Africains également devaient, n'est-ce pas, se lever pour comprendre qu'il est temps pour qu'on puisse se mettre ensemble pour pouvoir combattre les mauvais comportements qui ont, au-delà de tout, n'est pas impacté le développement africain. J'en ai terminé. Bonne journée, beaucoup de félicitations.
Merci également à vous, hein, vous nous appelez, vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous appeler cet après-midi, toujours au téléphone. Bonjour la grande famille de Feu Vert, de l'Afrique Vert. Le feu de l'Afrique est vert now. Merci à Monsieur Parfait. La France est comme le diable qui vit aux dépens des richesses des enfants de Dieu. Ma prière que Dieu permette qu'un jour le docteur Jean-Paul Bellec et Paul Ella viennent dans mon pays pour enseigner les mathématiques et des conférences d'éveil. C'est Jean-Paul Leroy congolais qui nous écrit justement depuis la RD Congo cet après-midi. Monsieur, apparemment vous irez du côté de la RD Congo dans les jours à venir. On vous attend d'ailleurs pour les mathématiques. N'oubliez surtout pas. Messieurs, il y a quelqu'un qui nous a envoyé des images. Bonjour Steve, en cours de téléchargement. Le problème aujourd'hui, Steve, c'est les endocolons. Ce sont eux qui retiennent les liens avec le pacte maçonnique. L'artiste camerounais Georges Seba, hier sur une chaîne à Yaoundé, l'a dit haut et fort, le Cameroun est la victime d'un siècle ésotérique occidental. Steve, rassurez-vous, vous ne prêchez pas dans un désert. Petit à petit, la mayonnaise va prendre. Courage à vous. Merci également à vous qui nous écrivez. D'ailleurs, depuis Yaoundé ce matin. Cet après-midi en tout cas. Toujours, hein, ça va venir les uns les autres, on apprend toujours vos appels. Le standard reste et demeure ouvert. 667, 645, 757, vous connaissez d'ailleurs le numéro du standard. Albert Anatole ici à suivre d'ailleurs les téléspectateurs qui nous appellent. On a l'impression aujourd'hui que la France a fait réellement son boulot et que jusqu'à preuve de contraire, certains Africains continuent à aimer leur bourreau. Je voudrais rapidement évacuer quelques incompréhensions qui ont été relevées tout à l'heure par certains appelants. Il faut dissocier des questions de gouvernance aux questions de géopolitique. Allez-y, en attendant qu'on va prendre quelqu'un, allez-y. Oui, tout à l'heure, j'ai pris la précaution justement de dissocier ces deux éléments. Tout à l'heure, j'ai parlé de la macrostructure et la microstructure. Parce que beaucoup de gens, nous savons qu'au niveau de la gouvernance, justement, nos élites en ont une très grande responsabilité. Oui, nous élites une très grande responsabilité. Maintenant, pour ce qui concerne la macrostructure, ça dit la souveraineté. Nous parlons de question de souveraineté. Là, la France a une très grande... D'abord, elle est responsable entièrement, elle est entièrement responsable. Lorsqu'il s'agit des questions de souveraineté, elle est entièrement responsable. Oui. Lorsqu'il n'y a pas de souveraineté, je parle de la souveraineté politique, économique, culturelle. La preuve, c'est qu'ils ont... Il faut passer... Tout à l'heure, vous avez soulevé un élément important. C'est-à-dire que pour justement remettre nous restituer notre patrimoine culturel, il va falloir que le Sénat ou l'Assemblée nationale française se prononce en faveur. Ce qui, à mon sens, c'est que ça viole notre souveraineté. Le second paramètre... Certains appelants qui nous appellent tout à l'heure ne savent pas que le compte d'opération est entre les mains de la France et qu'on fabrique le franc CFA en France. Permettez-moi de prendre un appelant. Au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Steve. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Yafan depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis, dans le Maryland. On vous écoute. L'émission, je suis vraiment content de voir que ça n'a pas touché que les Français, ça touche aussi les Français africains qui sont là. Oui, et ça c'est du bon travail. Je pense qu'actuellement, on doit juste parler. Parce que le meilleur combat actuellement, c'est de parler comme eux ils parlent. Ils nous ont tellement longtemps inondés avec leur chaîne et puis nous montrent qu'ils savent mieux parler. Maintenant, nous aussi, je pense que parler, c'est la seule et la meilleure arme que nous avons actuellement. Et l'utiliser sur nous jusqu'à ce que les propres Africains se sentent blessés par le fait qu'on est en train de parler de la France. Ça prouve qu'on est en train d'avancer sur le bon chemin. Et si ça parvient à être poussé au point où assez conscientisé, là, on atteint le sommet. Merci à tout le panel et ne vous découragez pas, n'écoutez pas quelques-uns qui pensent que non, c'est un peu travail sur leur conscience et je pense qu'ils vont prendre mieux conscience la prochaine fois lorsqu'ils vont comprendre le réel sens de notre combat. Si on chasse le loup de la maison, je pense qu'on pourra mieux s'entendre entre nous. Merci, bonne continuation. Merci à vous également qui nous regardez depuis les États-Unis. Là, on nous appelait depuis le Maryland, précisément aux États-Unis d'Amérique. Albert Anatole, ici, vous étiez dans votre lancée. La macrostructure pose la problématique de la souveraineté. Oui. Il faut que les téléspectateurs qui nous font de reproches de ne pas s'attaquer
à nos endocolons. Ils sont franco-français, ils sont africano-français. Là, nous ne sommes pas en train de soulever les questions de gouvernance. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous soulevons des questions de souveraineté de nos États. Et sauf que la souveraineté de nos États est entre les mains de notre État, qui utilise, n'est-ce pas, ces relais parlementaires, c'est-à-dire le Sénat ou l'Assemblée nationale, pour régler les questions qui ne concernent pas ces États. Vous l'avez soulevé tout à l'heure dans votre chapeau. Oui. Donc, ce qui annonce ça, c'est une question majeure et centrale. Le deuxième aspect. Au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Prière, vous qui nous appelez, de baisser le volume de votre téléviseur, vous nous aurez simplement et plus facilement, et on aura justement une belle écoute, comme ça on va s'entendre. Oui, Albert Anatole. Maintenant, quand j'ai évacué cela, oui. Là je voudrais revenir sur votre question pour indiquer que, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, nous avons, s'il n'y a pas cette, j'allais dire, cette intégration continentale, nous aurons encore beaucoup de chemin à faire. Et ça se perçoit dans les différentes interventions de nos téléspectateurs, oui. Parce qu'il faut justement, dans cette éducation que nous faisons déjà là, j'ai pu vous dire une chose, c'est que la France est responsable de tout ce qui se passe sur le continent africain. Vous l'avez dit. Tout à l'heure, vous n'avez pas voulu donner le nom de la chaîne télé, il s'agit de CNews, où M. Pascal prend justement pour la problématique du racisme qui est réel. Parce qu'il ne faut pas qu'on sorte de ce plateau sans invoquer cet aspect-là. Oui. C'est-à-dire que même en France, sur le territoire français, on pratique l'exclusion sociale, l'exclusion politique, la ségrégation raciale. Non seulement c'est structurel, mais c'est même institutionnel. Ça, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les gens qui marchent à la Nouvelle-Calédonie, en tout cas en Guadeloupe, en Martinique, qui sont très nombreux d'ailleurs, qui nous écrivent. Le seul privilège qu'ils ont, c'est d'avoir un passeport de la nationalité française. Les autres privilèges n'en ont pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils vivent de manière culturelle et politique le racisme de ce côté. Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'on pense que la France n'est pas... Pourquoi est-ce que c'est la France, parmi tous les pays qui ont colonisé les autres États, pourquoi la France est le seul État qui est resté sur le continent africain? C'est une question majeure. Et lorsque vous avez la réponse à cette question, ça veut dire que la France, c'est notre problème. Il faut donc une alternative. Cette alternative, c'est le changement de l'État. Un individu qui est président d'un État, qui a été élu par ses concitoyens, ne peut pas avoir, j'allais dire, la prétention de renouveler la classe politique des États qui sont censés être souverains. Allô? Oui, allô, bonsoir, on vous écoute. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, c'est William. William, vous nous appelez d'où? De Douala. De Douala, on vous écoute. Oui, je disais donc, pour ajouter un peu de l'eau à votre moulin, si on connaît déjà le problème des Africains, des Français, c'est des sectes nationalistes, pourquoi ne pas créer un forum des nations africaines et leur demander réellement ce qui ne va pas? Pourquoi les camarades de tous les côtés ne font que les doubler chaque fois? Vraiment, essayons aussi de faire ça pour voir si peut-être par là on peut s'en sortir. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Messieurs, permettez-moi de lire le message de monsieur David Bandapa Mendy. Monsieur Ngos, voilà comme par hasard, faisant votre connexion WhatsApp en France, a été déconnecté juste au moment où vous avez ouvert l'antenne pour qu'on puisse appeler Bandapa David depuis la Normandie à Caen, en France. Dès que j'ai ouvert l'antenne justement pour qu'on appelle, eh bien apparemment de ce côté-là, on a coupé l'antenne et on a brouillé. Voilà donc les agissements du pays. Bon, il faut le dire également aux téléspectateurs, j'espère qu'ils nous suivent. Voilà donc les réactions, les attitudes, les comportements des soi-disant démocrates, des démocratiseurs universels et surtout des grands profondeurs du respect des droits de l'homme. Oui. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on comprenne, il faut justement que cette masse critique justement grandisse au jour le jour. Parce qu'il faut se le dire, il ne faut pas se tromper d'adversaire ou d'ennemi. Il ne faut pas se tromper d'adversaire ou d'ennemi. Docteur Jean-Paul Mbelek, on parle, tout le monde est d'accord sur le fait que la France est responsable des malheurs du continent africain. Mais nous maintenant, qu'est-ce qu'on fait précisément pour sortir justement des griffes de la France prédatrice? Bon, merci pour la question. Tu viens de dire qu'est-ce qu'on fait, non? Oui. Mais là, des spectateurs, surtout de Yaoundé, là, on dirait que Yaoundé est plein de vendus là-bas. C'est mon opinion personnelle. Non, tout le monde l'a constaté. C'est mon opinion. On constate juste. Non, les quelques-uns ne représentent pas toute la population de Yaoundé. Non, pas du tout. C'est quand même des millions à Yaoundé. Mais je veux dire qu'il y a un biais, quoi. Comme par hasard, la plupart qui ont appelé, ils appelaient spécifiquement des Yaoundés. Oui, voilà. Nous, on parle trop de la France. Peut-être qu'on leur a chargé leur téléphone.
Oui, on bavarde, voilà, alors que tu me parles des faits, d'action. Oui, voilà. Moi je parle de faits, je parle d'action. Non, peut-être on est sur le plateau, on en parle, mais peut-être que quelqu'un a chargé leur téléphone et leur dit, bon, tu vois... Allez dire que bon, voilà, que vous bavardez. Et puis, il gardait le reste du crédit. Mais c'est bizarre, c'est quand même la capitale Yaoundé, il ne faut pas exagérer. Il ne perd rien pour attendre. Pourquoi est-ce qu'on est pressé? Depuis les millénaires que nous sommes là, hein, 400 ans d'esclavage, suivi de la colonisation, néocolonialisme, on est pressé. Non, pas du tout. Même si nous on meurt, en tout cas moi, je sais qu'il y en a qui continuent le combat. Le combat va continuer. Mais on va le gagner, ça c'est la certitude. On va le gagner. Et ceux, les endocolons là, et les petits serviteurs à qui on charge le téléphone. Et bien sûr, les gouvernants français eux-mêmes et puis l'Occident en général. Ils vont payer cher. Mais je vous dis qu'ils n'auront même plus de quoi vivre. Tellement ils vont payer cher. Mais j'aimerais d'abord aligner quelques chiffres avant de répondre à la question. D'abord, parce qu'il y a un détail sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec Parfendo. Tout à l'heure, je disais que, bon, peut-être, mais là, je crois c'est clairement, on n'est pas d'accord. Parce que lui, il n'arrête pas d'enfoncer le clou. Donc moi aussi, je vais enfoncer le clou. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas conscient de ça. Hein. Peut-être c'est un atavisme, je ne sais pas. Mais moi, je vais quand même le souligner. Les chiffres, les États, je parle comme Parfendo, sous domination française, en Afrique, Union africaine, d'accord? C'est juste un quart des États. Donc même s'il y avait une emprise française comme quoi, et les 3 quarts là, ils font quoi? Puisque les autres là, il y a des vendus, il y a des hommes liches, et les 3 quarts là-bas, là, pourquoi ils ne viennent pas au secours du quart? 3 quarts, c'est 3 fois plus que le quart. Oui, oui, c'est pas tout. En termes de population, non, d'abord en termes de superficie. La superficie des États sur lesquels la France agit à travers le français, enfin en particulier, mais ce n'est que le 5e de la superficie du continent africain. 30 millions de kilomètres carrés, ce n'est que le 5e. UEMOA et CEMAC confondus, et plus le Comore, ça fait à peine 6,5 millions de kilomètres carrés, à comparer à 30 millions. Donc la France n'occupe pas tout le terrain, si c'était ça. Pourtant, nous parlons de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette partie de la France a une incidence et freine le reste de l'Afrique, qui pourtant, en termes de population, c'est pire. La population de la CEMAC, c'est 50e million d'habitants. L'UEMOA, ça fait 120 millions d'habitants. La Somme, 111 millions d'habitants. Sur maintenant environ 1,4 milliard. 1,4 milliard. Ça fait combien? Ça fait 1/8 de la population. Ça pèse pas grand-chose si c'était ça. Comment ça se fait que le 8e plombe l'ensemble? Il y a un problème. Oui, le problème est le suivant. Donc, maintenant, je donne... C'est-à-dire qu'à force que ça revienne, j'ai l'impression qu'il y a une différence de ton. Pas d'opinion ou d'idée, hein. Je crois qu'on est dans le même combat. Oui. Mais de ton. La France, c'est zéro. Je n'ai pas cité Paul est là, parce que je pense que lui, il a plutôt tendance à aller dans... Même s'il ne le dit pas comme moi, je le dis, on peut suivre, que quelque part, on peut se rejoindre là-bas. Je parle de choses dites explicitement, pas implicitement. C'est-à-dire que ce n'est pas des sous-entendus implicites, oui, mais c'est dit clairement, explicite. Voilà. La France ne représente rien dans le monde occidental, en termes de gouvernance, puisque, donc tu es en contradiction avec toi-même. Tu l'as dit, où est la place de De Gaulle dans la photo, là? Absolument pas. C'est toi qui as dit ça, si je ne me trompe pas, à moins que je dorme. Alors, tu es en contradiction. Pourquoi tu continues après à dire que la France joue quelque chose et il y a des gens... Non. D'ailleurs, dans les pays anglo-saxons qu'on veut dédonner rapidement, comme quoi ils n'ont jamais quitté le continent, en fait, c'est que la France est tellement faible et dominée par ces 13 familles qui tiennent les gouvernements français par les couilles quand il s'agit des hommes et par le... Je ne vais pas citer, quand il s'agit des femmes, que la France est celui qui continue à montrer de façon explicite son rôle colonial. Les autres, ils le montrent, mais c'est implicite, un peu comme l'indirect rule à l'époque coloniale pour les Anglais. Oui. C'est que la France est tellement faible qu'ils ne savent pas faire la nuance. Ils ne savent pas, les autres savent. Donc quand tu dis qu'on n'a pas tué un tel, Kenyatta, on n'a pas tué... Oui, ils sont plus fins. Les Français n'ont même pas cette capacité. Et ici, quand même, l'a souligné. Ils sont grossiers. Tellement ils sont dominés eux-mêmes. C'est juste la grossièreté. Donc eux, ils tuent, voilà. Ça soit avec Ouattara, même indirectement à travers les chefs d'État africains, là, comme Ouattara, ils tuent Koulibaly, Gon Koulibaly, maintenant c'est... Ahmed Bakayoko. Avec le poison, avec n'importe quoi. Ils sont grossiers. Et même au niveau de la technologie, donner trop de puissance à la France. La bombe atomique, là, Reagan, tout ça, là, en Algérie. Il y avait un savant français au projet Manhattan, il n'y avait aucun. Par contre, il y avait des savants israéliens, en tout cas juifs, qui vont devenir israéliens. Parce qu'Israël s'est créé après. Alors, mais,
C'est parce qu'Israël avait besoin de sa bombe qu'Israël est venu collaborer. J'ai fait le CEA. Qu'Israël est venu collaborer avec la France pour avoir sa bombe. C'était juste, et c'est comme ça que les Français aussi ont leur bombe. C'est à travers Israël qui voulait sa bombe. C'est tout. Parce que les autres pays ne leur permettaient pas. Mais ils ont trouvé, comme la France est le pays qui est le plus dominé, ils sont passés par la France pour avoir leur bombe. Même les avions, tout ça, Dassault, lui-même est d'ascendance juive. Serge Dassault, c'est pas son vrai nom, Dassault. C'est un nom qui sont donnés. Tout à l'heure, je parlais de Rothschild. Oui, c'est pareil, c'est un nom qui s'est donné. C'est Georges Mandel. Il s'est donné le nom de Georges Mandel. Allô, au téléphone. Ok. Oui, allô. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Donc, monsieur Eloi Fouda, je reviens. Et nous, à Fouda, on vous écoute. Donc, en fait, tout ce que je peux dire par rapport, n'est-ce pas, au débat, n'est-ce pas, de ce dimanche, c'est tout d'abord pour vous féliciter, ensemble avec tous vos panélistes, beaucoup de courage, parce que ce que vous faites pour l'Afrique, et je vous dis aujourd'hui, c'est un combat que beaucoup n'oublieront jamais. Par rapport au fait, donc, plus vous déconnectez de l'autre côté, que cela ne vous décourage pas, parce que vous avez le devoir, vous les journalistes, de nous informer. Et puis bon, en fait, la France, on ne pourrait pas, au-delà de tout, faire imputer tout ce qu'il y a comme responsabilité du sous-développement africain. Mais il y a également lieu, M. Ngos, d'interpeller aussi nos dirigeants. Pourquoi? Parce que c'est à travers le peuple qu'ils ont pas le mandat de nous représenter. Mais il y a moi beaucoup de courage. Et surtout, comme je le disais dès le début, parce que le combat, vous devez, n'est-ce pas, accompagner nos dirigeants au-delà de tout ce que vous avez comme difficulté. Parce que, vraiment, l'Afrique, à travers vous, devra se relever. Et je sais que le combat n'est pas facile. Il faudrait que vous puissiez le comprendre. Et vraiment, je ne pourrais que vous féliciter. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche à vous également, M. Eno Afouda. Plaisir de vous retrouver prochainement. Hein. Allons-y, Dr Jean-Paul Mbelem. Oui, alors donc je vais venir directement à la question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oui. Voilà. En fait, on le fait déjà, parce que la première chose, d'abord, ceux qui disent qu'on ne fait que parler. Mais avant, s'il n'y avait pas eu DBS, s'il n'y avait pas eu d'autres chaînes, il y a des chaînes sœurs qui se ressemblent là. Je ne vais pas citer les noms parce que vous n'allez pas me le permettre. Mais toutes les autres chaînes, ils sont en plusieurs là, en tout cas ici au Cameroun, n'est-ce pas? Eh bien, s'il n'y avait pas ces chaînes, déjà, les personnes qui partent dans leur frustration à la maison. Mais c'est parce qu'il y a chez chaîne 1, la frustration baisse. Et deuxièmement, même les chefs d'État écoutent ce qu'on dit. Donc on les influence. Alors, pour celui qui a une idée et qui pensait que, ah, si je fais ça, il sait que nous, on peut le protéger à travers ce qu'on va dire. Il sait qu'on l'encourage à travers ce qu'il veut faire. On est d'accord? On est d'accord. De toute façon, chez les humains, il n'y a aucune action sans plan. Même dans la cosmogonie égyptienne, qui, elle, est les mathématiques. Ok? Ré, le démiurge, celui qui crée mais n'est pas créé, lui-même, il dit qu'il a eu un plan. Avant qu'il commence à créer, il a d'abord vu un plan s'est présenté devant lui. Ouais. Et il a commencé à l'exécuter avec le principe de la transformation qu'on appelle le Kepler. Il a transformé déjà son environnement, d'où il est sorti lui-même, le non. Voilà, mais il a d'abord vu un plan. Et puis, même pour ceux qui sont des religieux de la Bible, hein, voilà, je pense que le bon Dieu là, de la Bible a quand même vu quelque chose et il a vu que c'était bon, il a fait. La lumière est bonne, il continue. Vous n'avez pas de plan, vous allez lutter comme ça. Vous allez dans quelle direction d'abord? Comment vous allez coordonner vos luttes? Les médias vont aider à coordonner les luttes. Parce que là, on parle aujourd'hui. En tout cas, moi, dans mon domaine, hein, vous n'avez même pas encore utilisé le millième de ce dont moi je suis capable. Moi, je suis là. J'arrête pas de le dire. Depuis que je suis là. Moi, j'ai même jamais vu quelqu'un dire « Montre-nous de quoi tu es capable ». Vous n'avez même pas utilisé le millième de ce dont je suis capable. Et je ne suis pas le seul. Donc, on n'a même pas encore utilisé le millième de ce dont... Je ne parle que du Cameroun. Les Camerounais sont capables. Pour transformer ce pays, avant même de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Faut déjà... On fait la publicité sur des gens, juste parce que quelqu'un est parti à l'APS. Je parle du jeune Béolé, parce que c'est pour bien la citer. Mais attends, aller parler à l'association des physiciens américains, c'est pas une gloire. Ben, s'il a le prix Nobel, c'est autre chose. Et surtout s'il fait une chose concrète qui bénéficie au Cameroun. Parce que même ça, le prix Nobel, ça bénéficie à la France. Nous, les Camerounais, on continue à s'interroger. Donc déjà, changer la mentalité, notre façon de voir les choses. Même le Belsikiner, là,
qui ne fait que foncer comme un taureau. Il ne sait pas réfléchir 2 secondes avant d'arrêter. Moi, tous les 26 km, je les ai calculés. Leur seule technique, c'est juste de foncer comme un taureau. Ils créent des bouchons. Parfois même, ils font des accidents. Même entre eux. Attendez, il faut déjà changer ce paradigme. Il faut que les gens changent leur façon de voir. Et là, rien qu'au stade préliminaire, là, les médias jouent leur rôle. C'est bien ces mêmes médias qui sont capables de provoquer un coup d'État sans même qu'un coup de fusil ait été tiré. Enfin, c'est vrai ou c'est faux? C'est totalement vrai. Non, ça veut dire quoi? Et les gens qui appellent facilement là, il faut qu'ils sachent que ceux qui prennent la peine de venir ici au plateau, bon, en tout cas la plupart, ils ont quand même mûri leur réflexion avant, ils sont informés. Avant de venir. Voilà. Et pour eux là, c'est comme du feu. C'est-à-dire eux ne pèsent rien. C'est juste qu'ils ont la facilité de prendre la parole parce que soit dans la démocratie, ils parlent. Mais en réalité, au niveau du combat, de la lutte, ils ne pèsent pas grand-chose. Et ils devraient eux-mêmes commencer à comprendre que, quand ils posent la question que vous faites, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils font? Donc moi, Jean-Paul Mbelek, je dis ceci. Si on sollicite mes compétences, moi, si j'étais le ministre de l'enseignement supérieur ou de la recherche, je parle de Fabien Ndongo, je parle... Madeleine Tuente, on vous comprend, oui. À mon avis, ils font rien. On est d'accord? Si moi j'étais ministre soit de la recherche, j'aurais déjà transformé à mon niveau ce pays. Et même, je ne demanderais même pas les moyens. En tout cas, un fonctionnement minimum. Si ces personnes ne sont battues par des autocollants aussi. Cet argent, je sais où je peux le récupérer, même au niveau pour faire les travaux pratiques. Ok? Les expériences, je veux dire. D'accord? Même au niveau de mes propres connaissances déjà. Donc je dis que l'action, on peut parler 10 000 fois. Moi, je peux agir dans mon coin. J'ai Afri-Science, non? J'ai rien fait. Paul est là, il vient à Afri-Science avec African Revival. Hein, on a déjà fait 2 séances là-bas. Oui. Ça, c'est rien. Ok. Maintenant, j'attends toujours jusqu'à aujourd'hui. Ces gens-là, ils ont besoin de cours de mathématiques. J'ai quelques élèves. Mais ce n'est pas suffisant pour faire une révolution mentale. Avant qu'est-ce que... Qu'elle ne soit moi, la révolution physique, non, même pas. Je n'y crois pas aux révolutions physiques. Parce que statistiquement, la plupart ont échoué. Une seule révolution a réussi. C'est celle de Haïti. Et vous voyez encore comment Haïti souffre malgré tout. Parce qu'ils sont seuls contre tout le monde occidental. Moi, je ne crois pas aux révolutions forcément, mais je crois aux révolutions mentales. Les révolutions sont des changements de paradigme. Mais les révolutions physiques, non, on peut aller doucement. Oh, c'est même mieux. Il y a même sans coup férir. Et on arrive au bonheur. Voilà. Donc je dis que la meilleure façon d'agir, c'est d'abord d'être dans des conditions, déjà là, en accordant nos violons au niveau médiatique, en encourageant les chefs d'État africains qui veulent bien agir, par exemple là pour le CFA, les pousser à créer cette monnaie, parce que moi je crois qu'en tout cas on sait qu'on y est. On est en train de pousser. Voilà, il faut y arriver. Donc on est là pour les pousser. Voilà. Comme on encourage les gens qui jouent au terrain de football. Mais je n'ai plus que 5 minutes pour sortir de cette édition. Oui, chuter, parce qu'il y a les 5 minutes qui restent pour les là. Donc je chute. Je chute. Ce que Mbelek a dit, je n'aurais rien à dire. Bon, moi je chute. Mais je ne dis plus rien après. Bon, je chute. Laissez-moi chuter. Moi je dis non, vous êtes gardé de chuter. Bon, vous avez plus le temps. Pour dire que la seule chose dont on a besoin, c'est tout simplement s'organiser et être prêt au combat le jour J. Merci beaucoup, Dr Jean-Paul Mbelek. Et vous, Paul, et là, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on sait pertinemment que la France est responsable des malheurs du continent africain? Ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle à ceux qui nous écoutent que nous ne sommes pas tombés du ciel et que nous ne sommes pas la panacée pour résoudre les problèmes que eux, ils gardent dans leurs esprits de façon virtuelle et qu'ils sont partie prenante, ils doivent être partie prenante du combat. Et quand j'entends qu'on ne fait que bavarder, j'ai envie de sourire, mais en même temps de pleurer, parce que ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Parce que les vraies révolutions sont d'abord intellectuelles, mentales et psychologiques. Et quand on parle, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire et qu'il faille juste parler. Les plus grandes puissances, la plus grande puissance révolutionnaire est d'abord éducationnelle et informationnelle. Et ça passe par quoi? Ça passe par les médias. Aujourd'hui, l'Occident est ce qu'il est aujourd'hui par quoi? Par les médias. Oui. Précisément, il faut se dire les choses comme elles sont. Parce que quand on a des gens qui déversent leur venin haineux et raciste comme les Zemmour et tout le reste qui racontent des tas de balivernes et que le monde entier écoute justement ceux qui nous appellent et ont toutes ces chaînes Canal+ et considèrent que c'est ces chaînes-là qui sont la voie royale de la connaissance parfaite et qui nous disent que nous, en nous
positionnant comme un contrepoids justement de cette pollution morale et psychologique qu'on ne fait que bavarder, c'est très dommage pour l'Afrique. C'est vraiment dommage pour l'Afrique. Et ça fait que mon cœur saigne, parce qu'en réalité, on ne fait pas ce qu'on fait pour nous, mais on le fait justement pour conscientiser, pour sensibiliser. Et si on n'atteint pas la masse critique de personnes qui comprennent justement la manipulation qui est derrière et le rôle trouble des puissances et forces extérieures, alors c'est qu'ils n'ont rien compris. Et il faut bien que ceux qui sont lucides et ceux qui sont en voie de comprendre ce qu'on est en train de faire et la portée, l'importance du combat qu'on fait, qu'ils comprennent que ce que nous faisons là maintenant est capital pour faire changer les mentalités, changer de paradigme et pour exposer les plans macabres et machiavéliques que fomentent justement les puissances internationales à la solde de la finance internationale. Et il faut comprendre que quand on dit arrêtez de parler, il faut agir. J'ai envie de sourire. Mais parler, c'est agir. Parler, Steve Ngos, c'est agir. Parler, c'est stratégique. Parler, c'est échafauder des plans. Et maintenant, quand on nous dit vous vous attaquez seulement à la France et à l'Occident et pas à vos dirigeants, mais ça veut dire qu'ils ne nous suivent pas, qu'ils ne nous écoutent pas, ou alors qu'ils font preuve d'amnésie sélective. Et ça fait s'interroger sur leurs réactions. Donc, constamment, on tire ici sur nos dirigeants quand il le faut, mais il faut bien qu'il y ait des thématiques bien précises et qu'on se concentre sur les thématiques. Et donc, qu'ils arrêtent de divaguer dans leur façon de parler et dans leur façon de nous écouter. Et avec des gens comme ça, mais l'Afrique en réalité a encore du chemin à faire. Donc, tant mieux pour ceux qui comprennent le combat qu'on est en train de mener. Il est un combat de sensibilisation, de contrepoids à la déferlante médiatique de pollution qui se fait depuis l'Occident. Et nous, on est là pour donner un autre son de cloche, et tant mieux pour ceux qui nous comprennent. Je termine en disant que on n'a pas besoin d'attendre que la France pose des actes pour qu'on se délivre. Ça, ce n'est pas eux qui nous apprennent ça, on le sait très bien. Mais on fait un travail d'exposition, comme je l'ai dit. Et quand vous prenez, parce qu'on demande si la France est la cause de tous les malheurs de l'Afrique, mais oui, et ce n'est pas de la victimisation. Quand on nous dit vous bavardez, vous faites de la victimisation. Mais attendez, on expose et après on agit. Et rien ne leur dit et ils ne savent pas ce qu'on est en train de faire. N'oubliez surtout pas également qu'il y a des endocolons et les fils d'endocolons qui sont avec nous, qui marchent avec nous, qui nous ont infiltrés et qui à la limite travaillent toujours pour cette même France. Absolument, ils ne nous freineront pas dans notre élan. Et donc, pour terminer, vous avez les 10 pays les plus prospères du classement Banque mondiale, c'est des chiffres officiels. Vous n'avez aucun pays de la zone CFA, aucun pays francophone, en tout cas aucun pays de la zone CFA. Ça veut dire que le franc CFA est un boulet. Et quand vous prenez, et là je termine, prenons un cas pour montrer que c'est palpable et que c'est factuel. Oui. Prenons le cas de Camer, qui est aujourd'hui Camerco. Tout le monde se plaint, la Camerco, pourquoi on change de DG, je ne sais pas, on est peut-être à 8 DG en quelques années, ou 10, je ne sais plus. Mais le problème de la Camer, et ça c'est un exemple qui est révélateur de toutes les autres sociétés camerounaises, enfin une bonne partie, et africaines, c'est le CFA. Mais je vous les démontre en 30 secondes. Toutes les transactions sur le plan international, achat de carburant, maintenance des appareils, achat des pièces détachées et toutes les autres transactions que Camerco fait pour maintenir sa flotte en activité se font en dollars. Mais l'activité de Camerco, les paiements des clients se font en quoi? En francs CFA. Ça veut dire qu'il y a un décalage, un différentiel pour passer du franc CFA au dollar, puisque l'essentiel de nos réserves de change sont maintenues par le Trésor public français. Et vous allez vous rendre compte que quand on a besoin d'une pièce, des avions vont rester cloués. Merci, parce que justement, on n'a pas les devises nécessaires pour pouvoir acheter. Et on va passer par la BEAC qui a des process encore longs. Et donc voilà une réalité qui montre que nos économies sont en fait mal du fait justement de l'impérialisme monétaire. Merci beaucoup. Il y a Patient Bafin qui voulait dire quelque chose avant de terminer. Le temps nous est parti. Allez-y quand même. Oui, mais ne pas le dire, ça va être quand même un peu désagréable. Non, je dis que la Bible dit pour les chrétiens, au commencement était la parole. Donc il ne faut pas non plus négliger le poids de la parole. Tout à l'heure, il a dit, je crois, Mbelek aussi, l'éducation c'est quelque chose de très important. Et c'est comme Koumakou le disait, il disait... la théorie et la pratique, c'est comme les deux ailes d'un même oiseau. Si vous coupez une aile, l'oiseau ne peut pas voler. Troisièmement, nous ne faisons pas que parler. Nous agissons. La preuve,
Mbelek a donné son exemple, et il a donné son exemple. Nous sommes dans cette bagarre depuis très très longtemps. Troisièmement, la question de la contradiction première et la contradiction secondaire, nous l'avons longtemps expliqué ici. Et moi, en premier, pour dire que oui, la contradiction première dans cette guerre que nous menons pour la conquête de notre souveraineté, c'est la France. Mais la contradiction secondaire, ce sont les hommes riches qui sont à la tête de nos États, qui sont au service de la France et qui protègent leurs intérêts. Ça, ici, ils le savent. Maintenant, pour le docteur Mbelek, je parlerai sur le contrôle de l'art. Ce sont les politiciens camerounais qui me le disent, sauf que moi, je n'aime pas parler sur le contrôle de qui que ce soit. Quand même la notion de la minorité de blocage en économie, dans certains montages un peu partout. Par exemple, pour moi, ce que Macron a fait avec Ouattara pour bloquer l'essor économique de l'Afrique de l'Ouest, la France, minime soit-elle, les pays francophones, minime soit-il, ils ont constitué ce que j'appelle une minorité de blocage et qui est, est dommageable pour l'ensemble de notre continent. Et ne serait qu'uniquement pour ça, on ne peut pas dire que la France est aussi petite que ça. Parce que le cas des problèmes. En termes de nuisance. En termes de nuisance, voilà. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir été là cet après-midi. Pascal Parfait, donc je vous dis merci. C'est moi qui vous dis merci. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là cet après-midi. Ça fait un plaisir. Jean-Paul Mbelek, merci d'avoir été là. Moi, je dis qu'il y a les 13 familles qui donnent des ordres et à la France, et à l'Angleterre, et à tous les autres. C'est ça que tu dois enregistrer. Paul est là. Merci de m'avoir reçu, bien sûr. Bon, vous inquiétez pas, on aura le temps de se revoir demain. Non, c'est ça. Merci également à vous, Paul est là, d'avoir été là cet après-midi. Merci, bon dimanche à tous ceux qui nous écoutent et nous sommes ensemble. À toute l'équipe technique qui nous a accompagnés cet après-midi du dimanche, ce n'était pas facile. Pour certains qui sont allés faire le 2-0, ils sont venus quand même pour que nous puissions réaliser cette autre édition. À vous, je vous dis merci. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Feu Vert. Au plaisir de vous retrouver demain dans le cadre de DBS Matin. N'oubliez surtout pas, la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort. Et la mort se moque bien de la victoire. Et comme le déclarait haut et fort Voltaire dans Candide, la principale occupation, c'est l'amour. La seconde, c'est de médire. La troisième, c'est de dire des sottises. Mais nous, ici, nous faisons ce que quelqu'un a déclaré, que la voie des préceptes est longue. La voie des exemples est bien plus courte et encore plus sûre. Bon dimanche à tous et à demain, si peut-être Dieu. Au revoir.